c'est pas pour un photographe, mais c'est pour tout le monde. Et je pense que la chose la plus importante que vous puissiez faire, c'est de découvrir comment vivre votre vie. Et autant toutes les connaissances que vous pouvez accumuler peuvent être intéressantes, mais elles deviennent intéressantes que vraiment si elles vous servent à quelque chose. C'est un peu la différence entre guillemets le sage et le mec qui sait tout sur tout. Le mec qui sait tout sur tout, il a beaucoup de connaissances, mais il ne connaît pas le plus important, qui est de savoir comment vivre. Et à l'inverse, le sage, lui, il va peut-être pas avoir de connaissances, je sais pas moi, scientifiques par exemple, mais à côté de ça, il sait comment vivre. Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat, dans le but de vous aider à progresser et à vous épanouir dans votre activité professionnelle. Cette semaine, nous partons à la rencontre de Nicolas Cross, auteur de plusieurs livres sur la photographie, notamment aux éditions Erol. Avec lui, nous allons parler photo, forcément, mais aussi productivité, apprentissage, entrepreneuriat et surtout développement personnel. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant et en laissant un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie de Nicolas et vous souhaite une bonne écoute. Donc nous sommes avec Nicolas Cross. Alors Nico t'es déjà passé dans le podcast plus ou moins, parce qu'on avait fait un atelier dans le club des stratèges et on a mis un petit extrait pour que les gens découvrent un peu qui tu es. On avait parlé d'ailleurs de productivité. Ouais. Donc, on était à Visa d'ailleurs à Perpignan. Ouais, c'était il y a quelques années, 3 ans je crois. Ouais, c'est ça, exact. Aujourd'hui, je voulais qu'on discute ensemble un petit peu dans le podcast pour parler de tes derniers projets. Tu vas te présenter, tu es l'auteur de plein de livres et tu es en train d'en préparer un qui sort bientôt, ou dans lequel tu parles beaucoup de développement personnel. Et c'est une thématique qui est importante pour tout humain, on va dire, et encore plus un photographe, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. Déjà, est-ce que tu peux te présenter qui tu es et ce que tu fais ? Donc, Nicolas Cross. Je fais de la photo maintenant depuis une quinzaine d'années, on va dire. Et j'ai toujours fait de la photo, mais plus sérieusement depuis une quinzaine d'années. Et j'ai toujours, depuis mes débuts, partagé en fait ce que j'apprenais. Et finalement, c'est aujourd'hui ce que je suis devenu, c'est plus un auteur, on va dire. J'écris des livres qui sont souvent autour de la thématique de la photographie, mais je vis plus de ces livres et de la production qu'il y a autour de la photo que de mes photos elles-mêmes. Je suis pas photographe professionnel, je propose pas mes services en photo, je vends des tirages, mais c'est pas du tout mon cœur de business. Donc vraiment, moi, ce qui m'intéresse le plus et ce que je fais le plus, c'est les livres, les formations, etc. Souvent autour de la photo, mais pas que. J'ai des formations et des livres aussi qui sont plus généralistes et qui s'adressent à un public du coup plus large, on va dire les créatifs dans l'ensemble, ou peut-être créatifs et entrepreneurs. Mais voilà, c'est un choix d'ailleurs que j'ai fait de ne pas être photographe, dans l'idée où je voulais pas, à partir du moment où on vend ses photos, obligatoirement, les photos qu'on prend doivent s'adapter à notre client. Et ça, c'est quelque chose que je voulais éviter. Je voulais garder le côté le plus libre possible de mes créations photos, quoi. Donc là, ce que je fais aujourd'hui, ça me permet, par la formation et par les livres, de gagner ma vie, et à côté de pouvoir travailler vraiment sur ce que je veux, de photographier ce que je veux, de la façon que je veux, sans avoir aucune contrainte de ce côté-là, au niveau de la création artistique, on va dire, de la photo, quoi. Voilà. Ok. Donc les livres que tu écris, notamment, il y en a qui sont devenus des best-sellers chez Erol. D'ailleurs, je te remercierai jamais assez de m'avoir mis en relation avec Erol, parce que c'est grâce à toi que j'ai pu sortir ce bouquin, Les secrets du photoreportage. Avec plaisir. Et ces livres, ils s'adressent à un public de photographes plus amateurs, on va dire.
Tu parlais d'entrepreneur. Toi, avant de faire ça, tu as monté ta boîte. Tu as un passé d'entrepreneur. À quel point ça a joué dans ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu enseignes? Je pense que c'est quelque chose qui est d'ailleurs important à comprendre, c'est que chaque personne, on va dire, a une espèce de pile de connaissances, une pile, enfin, comme un mur de briques, on va dire. C'est une bonne image à avoir en tête, un mur fait en briques. Et l'idée, c'est que on a tous des briques différentes, et quand on utilise ces briques, plus on a de briques à notre disposition, plus on les utilise et on les agence comme il faut les unes à côté des autres, plus on va construire un mur qui est solide et important. Et ce que j'appelle des briques, c'est quoi? C'est en fait finalement des compétences qu'on a tous. Et c'est quand on utilise nos compétences et qu'on les associe de la meilleure manière possible qu'on va réussir à construire quelque chose de solide. Et automatiquement, si je regarde aujourd'hui et que je me retourne sur le passé, tout ce que j'ai fait découle des compétences et de ce que j'ai appris dès que j'étais petit. Au moment où on apprend une compétence, on ne peut pas savoir à quoi elle va nous servir, mais plus tard, quand on se retourne, c'est là qu'on s'aperçoit qu'elle nous a servi à quelque chose et que finalement ce qu'on est devenu aujourd'hui, c'est un petit peu grâce à ça. Et donc si on reprend mon historique, quand j'étais par exemple à la fac, j'ai commencé médecine, j'ai fait 2 ans de médecine, j'ai pas eu le concours. Ensuite je suis passé dans l'informatique. Et j'ai fait 2-3 ans à la fac de Montpellier dans l'informatique. Ensuite, la fac en elle-même m'intéressait pas. L'informatique, oui. Mais du coup, je travaillais beaucoup de chez moi sur des projets. Donc, j'ai dû créer mon premier site internet quand j'avais 18 ans. Et à l'époque, même dans mes amis, je devais être l'un des seuls à avoir des ordinateurs à l'époque. Donc, voilà, j'étais, entre guillemets, précurseur là-dedans. L'un des premiers à faire déjà des sites à cet âge-là. Et donc du coup, ça, automatiquement, ça a sûrement orienté quelque chose. Après, j'ai fait 2 années de BTS communication des entreprises par correspondance, et je m'étais installé en Espagne à l'époque. Et là, c'est pareil, j'ai dû faire 4 mois. Il fallait faire un stage, et en fait, j'ai fait mon stage sur Toulouse. Et quand j'ai fait mon stage, les gens en fait chez qui j'ai fait mes 2 mois de stage étaient intéressés par ce que je faisais, etc. Donc du coup, plutôt que de continuer mes études, j'ai tout de suite créé une entreprise. Et j'ai commencé à créer des sites internet pour les entreprises à cette époque-là. Du coup, puisque j'avais les compétences en informatique et j'avais aussi la communication et le marketing que j'avais un petit peu commencé à apprendre à l'époque. Et de fil en aiguille, on s'est développé dans l'informatique, en plus de la création de sites internet. Et voilà, c'était une entreprise que j'avais sur Toulouse. À côté de ça, je me suis intéressé à la photographie, mais c'était vraiment quand je partais en voyage. Et comme je disais, du coup, j'apprenais la photo, j'aimais bien enseigner, hein, j'ai fait beaucoup de voiles et j'ai été moniteur, entraîneur pendant longtemps dans la voile. Et donc du coup, quand j'ai attaqué la photo, naturellement, j'ai eu envie aussi de partager ce que j'apprenais. Et comme j'avais des compétences en site internet et en marketing, automatiquement, j'ai créé un site internet. Et j'ai commencé à partager tout simplement ce que j'apprenais. Et de fil en aiguille, j'ai publié pas mal d'articles, commencé à avoir une audience. Après, ça a été un premier e-book en PDF que j'ai sorti comme ça et que je proposais au téléchargement. Et il a bien marché. Du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de le vendre? Et puis, je l'ai vendu et en fait, ça a super bien marché. Donc, du coup, j'en ai créé un second. Et après, de fil en aiguille, c'est un jour Erol qui m'a contacté en me disant, voilà, ton e-book, là, le PDF, ça nous intéresse bien. Est-ce qu'on pourrait le développer, faire quelque chose de plus consistant et du coup le proposer en livre? Il dit, ok, on est parti là-dessus. Et après 6 mois de travail, quelque chose comme ça, on a publié J'apprends la photographie, qui était du coup mon premier livre publié chez Erol. Et à ce jour, le livre sûrement qui marche le mieux, en tout cas qui continue à marcher, c'était en 2000. Ça fait 6-7 ans qu'il est sorti. Et on en vend encore
quasiment 10 000 par an, je crois, quelque chose comme ça chaque année. 10 000 par an? Ouais, à peu près, ouais. Un peu moins, mais C'est énorme. on est sur les premières années, ouais, on était sur 10 000, là peut-être un petit peu moins maintenant, mais il y a d'autres livres à côté, donc voilà. Et donc du coup, ouais, c'est vraiment, en fait, on voit dans toute mon évolution que quand quelque chose m'intéresse, j'ai tendance à aller l'explorer et sans savoir peut-être à quoi ça va me servir plus tard, mais du coup, j'ai assez confiance en moi et en ce qui se passe et la façon dont ça se passe en général pour savoir que si quelque chose m'intéresse aujourd'hui, j'hésite pas à y aller. Et sûrement un jour ça me servira, je sais pas pourquoi, mais j'arriverai à le recalquer sur la photo, quoi. Ou enfin sur mon activité. Peut-être que je serai plus du tout dans la photo dans quelques années, j'en sais rien. Voilà, j'hésite pas à explorer, à le lancer dans des projets qui m'intéressent et on voit ce que ça donne derrière, quoi. Ouais, c'est un peu le propre de l'entrepreneur, ça, d'être capable de voir le passé, connecter les points, se rendre compte que même une micro-expérience ou un échec, surtout les échecs d'ailleurs, souvent, sont structurants et t'apprennent un truc, une leçon que tu vas ensuite parfois réapprendre. Et du coup, c'est là que ça devient addictif. Tu te dis, c'est pour ça qu'après, tu as envie de lire, tu as envie d'apprendre des trucs, parce que tu te dis, c'est des chances que tu te donnes, en quelque sorte. Ouais. Toi, tu es un grand lecteur, là, on est en train d'enregistrer dans ton bureau, il y a, je sais pas, des centaines de bouquins autour de nous. Je vois le livre DR, ça c'est bien ça. Ouais, les deux. Et du coup, ouais, alors tu lis beaucoup en anglais. Tu lis quasiment que des livres en anglais. Ben, en fait, je suis parti en voyage en Suède il y a pas mal d'années. Et ce voyage, ça a été vraiment une, entre guillemets, transformation parce que c'est quand je suis revenu de ce voyage que je me suis dit vraiment les photos que j'avais prises, en fait, c'était pour Nouvel An, quand on est allé en Suède. Et automatiquement, il fait nuit quasiment toute la journée. Hein, et même en pleine journée, il y a un petit peu de soleil, enfin soleil, non, un peu de lumière, mais pas beaucoup. Et quand tu débutes en photo et que tu comprends rien en photo et que tu as ton petit appareil en mode automatique, etc., surtout à l'époque, il était vite dépassé. Et en fait, les 3/4 des photos que j'ai, elles sont complètement floues, du flou de bouger, enfin voilà, ou alors très très mal exposées. Et ça reflète pas du tout l'ambiance que j'avais vue là-bas. Et les pays du Nord, pendant les fêtes de Noël, etc., c'est quelque chose de beau et de sympa. Et là, les photos, c'était une catastrophe. Et donc, en revenant de voyage, je me suis dit, je vais vous montrer à mes parents, à des amis, etc., c'était génial et tout ça, je vais vous montrer les photos et tout. Et en fait, quand j'ai vu les photos, j'ai dit, en fait, il n'y a rien à montrer et ça représente pas du tout ce que j'avais vu. Et donc, je m'étais dit, ok, il faut que j'apprenne la photo parce que je voyageais pas mal, je faisais beaucoup de choses et du coup, c'était bête de pas arriver à ramener des photos. Et l'autre truc dont je me suis aperçu pendant ce voyage, c'est que quand tu pars à l'étranger, si tu parles pas anglais, c'est compliqué de te faire comprendre dans les autres pays. Et là, c'était le cas. Je parlais très très mal. Enfin, j'avais le niveau du lycée, quoi. Le lycée, j'en ai fait un petit peu à la fac, mais très peu parce que j'étais pas dans des filières où les langues avaient beaucoup d'importance, même si on en faisait un peu. Et donc, les conversations de la vie de tous les jours, je les avais pas du tout. Et c'était très compliqué pour moi j'arrivais à me faire comprendre, mais bon, c'était pas agréable de discuter avec moi, sûrement à l'époque, quoi. Et par contre, là-bas, ce qui m'avait étonné, c'est que les Suédois, eux, ils parlent très très bien l'anglais et tout le monde parle très bien. C'est très rare de pas trouver quelqu'un qui parle anglais couramment, quasiment, même les locaux là-bas. Et en discutant avec eux, en fait, je me suis aperçu, enfin, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que là-bas, il n'y avait que 1 ou 2 chaînes à la télé en suédois, et toutes les autres chaînes, quasiment, en fait, c'est des chaînes qui étaient en anglais. Et il disait, en fait, depuis gamin, du coup, on regarde souvent la télé en anglais, et du coup, on l'apprend sans même l'apprendre, quoi. Et ça m'était resté, et du coup, en rentrant, je me suis dit, à l'époque, comme j'étais dans l'informatique, je faisais pas mal de voitures pour aller chez les clients, etc., etc. Donc j'avais commencé comme ça, en me disant, je vais me mettre au podcast pour apprendre l'anglais. Donc il y a des podcasts qui existent, hein, où il y a des sortes de leçons, etc. Et on apprend un petit peu l'anglais. Donc j'avais commencé avec des podcasts pour apprendre l'anglais. Quand j'étais entre guillemets un peu plus à l'aise, je me suis dit, je vais faire des podcasts plutôt qui n'ont rien à voir avec ça, des podcasts photos, mais du coup en langue anglaise. Et j'ai fait la même chose avec les livres et je me suis dit, ok, pendant un moment, tu n'écoutes ou tu ne lis que de l'anglais, au moins tu es baigné dedans, et même si tu es en France, tu vas réussir à apprendre comme ça. Et donc aujourd'hui, j'arrive à lire à peu près n'importe quoi sans problème en anglais. Et on parlait tout à l'heure de ces espèces de briques, et c'est quelque chose qui est intéressant parce que du coup, je m'aperçois que j'ai accès à énormément de ressources
par rapport à d'autres personnes qui sont en France et qui font la même chose que moi, qui entre guillemets ne les ont pas, parce que tous les livres, et surtout les livres très pointus, très techniques et souvent du coup très intéressants, ne sont pas traduits en anglais, de l'anglais au français. Ou plusieurs années plus tard, Ou plusieurs années plus tard, mais en général ce qu'on traduit, c'est des livres qui marchent bien en termes de volume, et si ça marche bien en termes de volume, c'est que c'est quelque chose qui, entre guillemets, s'adresse à beaucoup de gens, et si ça s'adresse à beaucoup de gens, c'est généralement que c'est pas très, entre guillemets, intéressant, ou en tout cas très pointu sur le sujet, quoi. Ça va être quelque chose qui va te permettre de peut-être découvrir le sujet, mais si tu veux vraiment aller l'explorer, il y a un moment où il va falloir passer à l'anglais. Toutes les recherches scientifiques, toutes ces choses comme ça, si tu veux vraiment aller chercher, voilà. Et puis du coup, ça m'avait aussi... j'avais gardé cette idée de la télé en anglais, et du coup, quand j'ai eu des enfants, c'est quelque chose aussi que j'ai fait, c'est-à-dire que on a dit, ok, si vous voulez, à chaque fois qu'on met la télé pour les enfants, on a pris un abonnement Netflix, et on l'a passé en anglais. Et donc depuis qu'ils sont gamins, depuis leur naissance, ils ont la télé que en anglais. Et du coup, maintenant, quand ils jouent entre eux, ils parlent en anglais, ils comprennent l'anglais couramment, et voilà. Donc ils ont une langue supplémentaire sans avoir fait aucun effort. Ouais, c'est marrant. Il y a un truc dans ce que tu dis qui est un excellent conseil aussi, c'est le fait de... déjà, effectivement, le temps que... Enfin, produire un livre, tu le sais mieux que plein de gens, c'est long, c'est un process assez long entre l'écriture, enfin l'idée, l'écriture, le montage, la relecture, la sortie, la distribution, etc. Donc en général, tu n'apprends pas une idée, j'allais dire révolutionnaire, parfois si, mais en tout cas très neuve quand tu lis un bouquin, parce que ça a été déjà bien expliqué. En dehors des concepts, c'est des trucs qui sont millénaires, je pense au stoïcisme, etc. Mais du coup, tu as un peu un train de retard. Alors si en plus t'attends que ça soit traduit en France, et que ça soit validé par le marché d'abord aux États-Unis ou dans un autre pays anglo-saxon et ensuite en France, c'est vachement lent. Mais d'ailleurs, j'ai l'impression que tu as un peu le même truc dans les chaînes YouTube. Tu sais, les chaînes YouTube, moi je vois des vidéos qui sont dans lesquelles je vais trouver des enseignements extrêmement pointus, extrêmement intéressants, et quand tu regardes le nombre de vues, c'est ridicule. Genre c'est 200 vues, parfois même 50 vues, et tu te dis mais putain c'est pas possible, le mec il vient de dire un truc qui serait énorme, et à côté, tu as des vidéos de plusieurs millions de vues, mais c'est des gosses qui sont en train de faire des conneries, ou tu vois. Ouais. Alors ça, c'est d'ailleurs quelque chose de super important à comprendre, c'est la différence entre un effet de mode, on va dire, et quelque chose de vraiment important ou qui te transforme. En général, l'effet de mode, tu vas avoir quelque chose de spectaculaire en termes, par exemple, de vues ou de lecture ou de n'importe quoi, ou de succès. Ça peut être un livre, ça peut être des photos, ça peut être un artiste, ça peut être n'importe quoi. On va avoir quelque chose de spectaculaire, c'est-à-dire qu'il va faire la une de tous les journaux pendant un certain temps et tout ça, il va avoir des millions de vues, des millions de lectures en très peu de temps. Et puis en fait, derrière, ça va complètement retomber. Et ça, en général, c'est on va appeler ça des œuvres, mais j'aime pas trop ce mot-là parce que c'est à la limite de l'œuvre. C'est quelque chose en tout cas qui va être très axé marketing et qui va être conçu justement pour suivre une tendance actuelle, donc répondre à un public qui attend quelque chose à cet instant T et du coup et être appuyé par beaucoup de marketing derrière, beaucoup de choses comme ça, et automatiquement ça va marcher. Et ça c'est vraiment le genre de projet que je, entre guillemets, déteste, contre lequel je me bats et qui n'a vraiment aucun intérêt à part faire perdre du temps aux gens. Et aujourd'hui, c'est un peu le problème avec tous les réseaux sociaux et ce qu'on appelle les influenceurs ou n'importe quoi. Quelqu'un qui a un bon réseau, des bonnes communications, qui a de l'argent derrière, il va pouvoir te sortir on va partir de l'exemple des livres, mais c'est dans tous les domaines c'est pareil. Il va pouvoir sortir un livre qu'il écrit même pas, qui fait écrire par quelqu'un, qui va mettre 3 mois à écrire, en faire un marketing énorme, avoir plein d'influenceurs autour de lui qui vont en faire la promotion, etc. Et du coup, mais alors que le livre n'apporte rien. Oui, le livre d'important. C'est juste un produit comme une sorte de goodies qui Exactement. va renforcer il a juste renforcé le truc, il a marché il est sorti au bon moment, au bon machin, tout le monde va en parler, etc. Et finalement, l'humanité entière aura perdu 5 heures de sa vie ou 10 heures de sa vie à lire ce livre-là, alors qu'il n'y a rien du tout dedans. Et c'est vrai que de plus en plus, ce que j'essaye de faire, c'est de lire des livres qui ont au minimum 100 ans. Okay. À partir du moment où ils ont au minimum 100 ans, et ça c'est Taleb qui en parle dans ses livres, il parle
de l'effet Lindy que tu as dû déjà entendre. Ouais, carrément, mais partage-le pour les gens qui connaissent pas, c'est vachement l'effet Lindy, en fait, l'idée de ce modèle mental, on va appeler ça comme ça, c'est de dire si une entreprise, par exemple, a 3 ans d'existence, il y a des grandes chances qu'on la retrouve dans 3 ans encore en vie. Par contre, si elle a 100 ans d'existence, il y a des grandes chances qu'on la retrouve aussi dans 100 ans. Et c'est la même chose un petit peu pour tout. Ça peut être une construction, par exemple. Si tu viens de terminer une construction, tu sais pas combien de temps elle va durer. Si elle existe déjà depuis 2000 ans, il y a des chances que dans 2000 ans, elle soit encore là parce que c'est quelque chose qui a passé l'épreuve du temps, entre guillemets, d'accord ? Et ça marche pas bien sûr avec les humains, nous c'est l'inverse. Tout ce qui est vivant, ça ne fonctionne pas, mais pour tout ce qui n'est pas vivant, en général, c'est un bon indicateur de robustesse. C'est-à-dire que quelque chose qui existe depuis très longtemps, il y a des grandes chances que dans très longtemps, ça continue à exister. Et quand on prend un livre qui est sorti il y a 1 mois, même s'il a un succès énorme depuis 1 mois, on n'est pas du tout sûr que dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 10 ans, et encore moins dans 1000 ans ou dans 2000 ans, il soit encore intéressant. Alors que si on prend des livres qui ont 2000 ans d'existence et qui continuent à se vendre, on est sûr que ce qui est dit à l'intérieur est intéressant. Parce que sinon, ça aurait été oublié par le temps. Et aujourd'hui, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est quelque chose aux alentours de 50 000 livres par jour qui sont publiés dans le monde. Je crois aujourd'hui, quelque chose comme ça. Je ne voudrais pas dire des bêtises, mais c'est quelque chose de juste gigantesque. Si on ajoute à ça les blogs, les vidéos YouTube, on a une quantité d'informations qui est juste phénoménale et on n'a aucun moyen de savoir si ces informations-là sont juste intelligentes, bonnes, ou si c'est juste un effet de mode, ou si c'est juste une manipulation. Et dans n'importe quel thème sur lequel on s'intéresse, on s'aperçoit qu'on peut avoir 2 personnes qui disent exactement la même chose, et ces 2 personnes-là, elles peuvent avoir une audience énorme et être suivies et être adulées, etc., et avoir un gros succès alors qu'elles disent diamétralement les choses opposées. Et faire la différence alors que ça vient de sortir, c'est compliqué. Et moi, je vois le livre qui se vend le mieux de ceux que j'ai fait, c'est sur Amazon en tout cas, c'est le manuel d'Épictète. J'en avais, en fait, c'est un manuel de stoïcisme, et j'en avais fait une traduction on va dire en français moderne pour que ce soit accessible, parce que je ne sais pas si vous avez déjà lu des textes philosophiques d'il y a quelques milliers d'années, souvent on passe plus de temps à essayer de comprendre la phrase elle-même que son sens, d'accord ? Et donc là, l'idée c'était de créer quelque chose qui soit très accessible et que même un jeune d'aujourd'hui d'une dizaine, quinzaine d'années, il soit capable de lire le texte sans problème. Donc l'idée c'était pas d'être le plus proche possible du texte original, mais d'être le plus accessible et facile d'accès. Et aujourd'hui, c'est le livre que je vends le plus, alors que il a été créé il y a 2000 ans. Donc ça, c'est le genre de livre, vous pouvez le lire parce que c'est sûr qu'il a passé l'épreuve du temps et il est là depuis 2000 ans, il continue à se lire énormément depuis 2000 ans et dans 2000 ans, il se lira encore. C'est vrai que l'effet de Lindy, c'est ultra puissant et c'est pas si connu que ça au final comme technique pour essayer d'anticiper. C'est un truc qui est utilisé aussi dans l'investissement. Warren Buffett, il explique aussi, il vaut mieux prendre des marques, des trucs forts, ou Charles Gave côté français, pour ceux qui veulent connaître un peu côté français. C'est en gros, les gens investissent, les plus gros investisseurs investissent sur des valeurs qui sont anciennes parce qu'elles ont eu un peu l'épreuve du temps. Alors que ce qui est contre-intuitif dans le marché, enfin dans la logique d'investissement, c'est on a tous tendance naturellement à avoir un biais qui consiste à projeter sur le futur quelque chose qui vient de se passer juste avant. Quand on voit une courbe de Bitcoin qui monte, on se dit ok, ça va continuer to the moon, mais en fait non. Mais c'est humain. Mais après, pour revenir sur la question des contenus, tu vois, c'est un truc on le voit aussi quand on allume la télé. Une super production sur TF1 en prime time qui a demandé des millions à être réalisée, tu vois, ou même un truc un peu culturel, mais genre quand ils partent en terrain inconnu là, tu sais, avec des stars, des machins. C'est divertissant, mais tu n'apprendras pas grand-chose à la fin de ta soirée. Par contre, tu vas regarder un documentaire sur Arte où le taux d'écoute, taux d'audience est ridicule comparé au truc. Il y a plus de chances déjà que tu en retires quelque chose d'intelligent. Et en fait, c'est contre-intuitif, mais quelque part, et c'est ça qui est génial en fait, c'est une fois que tu comprends ça, tu vas aller rechercher quelque chose qui n'a pas d'audience
Alors après, tu as de la chance aussi de tomber sur un truc que ça marche pas parce que c'est nul. Mais tu le vois tout de suite après. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en tant que créateur de contenu, et là je pense en termes de photographes, parce qu'il y a beaucoup de photographes qui nous écoutent, qui sont tentés de se comparer aux autres sur Instagram et qui veulent plein de vues, plein de likes, plein de publications, plein de trucs. Quand tu regardes les photographes qui sont aujourd'hui exposés dans des grands festivals, je pense à Arles, je pense à Visa ou ailleurs, c'est des gens qui, de leur vivant souvent d'ailleurs, n'étaient pas forcément très connus. On a même retrouvé leur négatif dans des, tu vois, Viviane Meyer, tous ces trucs, ces histoires, ça devient même encore plus sexy en termes de storytelling, de partir de quelqu'un qui était mais complètement random, pas connu, et on lui crée une histoire. Tu vois, je parle d'un mec comme Stanley Green, tu vois, qui était venu à Perpignan. Le mec, avant même de mourir, parce qu'il est mort quelques années après d'ailleurs, est venu à Perpignan, il disait encore, moi, s'il vous plaît, donnez-moi du boulot, quoi. Tu vois, où le mec a été joué par Johnny Depp, là, le photographe Eugene Smith, qui est mort avec $18 sur son compte en banque, alors qu'aujourd'hui des photos en collection privée d'un photographe comme ça se négocie à plusieurs centaines de milliers de dollars. C'est incroyable. Ouais. Ben, ça dépend en fait ce que tu mets, quelle est ta priorité. Est-ce que tu as envie de gagner de l'argent, et dans ce cas-là, entre guillemets, ton but, ça va être de plaire à ton public, hein, qui peut être n'importe quoi. Hein. Ton public, ça peut être le grand public, ça peut être des collectionneurs d'art, ça peut être des magazines, ça peut être, après c'est à toi de le définir. Mais à partir du moment où tu travailles pour quelqu'un, tu ne travailles plus pour toi. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me dérange. J'ai plus envie de travailler avant tout pour moi et sur ce qui me plaît. Alors ça peut paraître entre guillemets égoïste, hein, en se disant il parle que de lui, il travaille pour lui, etc. Mais en fait c'est tout l'inverse, parce que je pars du principe qu'on est un petit peu, on est tous différents, ça c'est certain, et on est tous là pour faire quelque chose qu'on est la seule personne à pouvoir faire. Et justement, on parlait des briques tout à l'heure, hein. Ces briques-là, on a tous des briques différentes parce qu'on a des expériences différentes, on a une vie différente, on a des aptitudes de naissance, hein. On n'est pas tous pareils, il y en a qui sont plus à l'aise dans certains domaines et pas dans d'autres, on a des intérêts différents. Moi, je peux passer 6 heures dans la journée à écrire sans bouger de mon bureau et je vois même pas le temps passer, et c'est quelque chose qui est tellement facile pour moi que je peux y passer des heures et des heures. Et je vois d'autres personnes, ils sont incapables de passer plus de 10 minutes à écrire. C'est quelque chose qu'ils ne supportent pas ça. Ils ont besoin de sortir, ils ont besoin d'aller voir des gens, ils ont besoin d'autres choses, quoi. Et bref, si on se concentre sur nous-mêmes, qu'on essaye de suivre, de mettre en avant nos capacités plutôt que de faire comme les autres, d'essayer de voir ce qui marche vraiment pour nous et de dire ok, j'ai ces compétences-là et j'ai ces facilités-là, et plutôt que d'essayer de développer une nouvelle faculté qui n'a rien à voir avec ce que je fais, mais parce que machin, il est à la mode et il fait ça, avoir le courage d'être, entre guillemets, avoir le courage d'être normal et d'être soi-même. Si tu arrives à faire ça, automatiquement, au bout d'un moment, tu vas réussir à faire un travail que personne d'autre n'est capable de faire. Et ce travail-là, vu que personne d'autre n'est capable de le faire, il n'existe pas ailleurs et il devient unique. Et s'il devient unique et qu'il est fait dans le bon état d'esprit, c'est-à-dire dans l'idée de se dire je vais, on va dire, servir l'humanité, on va dire, hein, rendre un service, apporter de la valeur, on entend souvent, mais en gros, apporter de la valeur, c'est quoi? Ça veut dire rendre un service à l'humanité, en quelque sorte. Tu peux être certain que ce travail-là, il va être à un moment reconnu. Quand? C'est le problème. Il y en a beaucoup qui passent leur vie à être inconnus, et on découvre leur travail parfois après leur mort, ou très tard, ou voilà, quelque chose comme ça. Mais si toute ta vie, tu te dis « Ok, je vais courir entre guillemets après l'argent », effectivement, tu vas sûrement avoir plus d'argent, mais tu seras beaucoup moins épanoui, et ton travail aura été sûrement beaucoup moins utile que si tu étais resté toi-même et que tu avais eu le courage à un moment de dire « Non, je ne vais pas chercher l'argent, je vais faire ce que je trouve important, ce que je suis la seule personne à pouvoir faire, et le faire dans un état d'esprit d'aider les autres ». Et à ce moment-là, sûrement tes recherches, tes projets, ce que tu montres, ce que tu partages, ça va être beaucoup plus intéressant. C'est vrai que quand tu comprends que l'argent n'est qu'une conséquence de ce que tu fais,
et qui en plus, alors là on sort un peu du cadre, mais que l'argent n'est tu le vois comme un score, comme un bon point ou et tu comprends même que fondamentalement l'argent c'est juste un flux, c'est juste un système d'échange, de confiance entre personnes, etc. Tu désacralises totalement le truc. Alors ça marche bien quand tu commences à en gagner parce que tu deviens moins dans la nécessité d'en gagner, tu as un peu plus de sécurité et c'est pour ça que les riches deviennent plus riches. C'est juste parce que ça en fait, hein, et que les pauvres ont du mal à garder la tête hors de l'eau par rapport à ça. Et ce qui est vachement intéressant, c'est de comprendre que c'est une conséquence et du coup, comme tu l'as dit, tu fais ce que tu fais bien, tu apprends d'abord à te connaître, à base du stoïcisme, et d'une vie épanouie au final, et tu as raison, ça a 2000 ans ce truc, enfin, c'est monstrueux. Et derrière, ça veut dire que tu détruis le concept de concurrence. Alors, il y a deux choses qui sont différentes là-dedans. Il y a déjà le fait de se fixer des objectifs ou pas, en disant si tu travailles pour accomplir un certain objectif, on va dire, tu pars et tu dis je vais gravir l'Everest, ok ? C'est ton objectif. Tu te fixes cet objectif-là et tu te fais tout ce qu'il faut pour y arriver. Si pendant l'ascension, il y a quelque chose qui se passe mal, tu n'y arrives pas à ton objectif. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Tu es déçu. Et si tu y arrives, tant mieux, tu as réussi, tu es en haut de l'Everest, tu redescends, et après, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as plus d'objectif, tu l'as rempli et c'est fini. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que si tu pars du principe que tu te dis ce que j'aime, c'est la randonnée, que tu montes l'Everest ou une autre montagne, tu seras heureux. Ouais. Et si tu arrives en haut de l'Everest, super, c'est bien, c'est un objectif, mais c'est pas ton objectif principal et c'est pas le seul objectif. Ton objectif, c'est juste de marcher. Et du coup, même si tu arrives en haut de l'Everest, tu sais que le lendemain, tu iras faire une autre montagne, et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu reviendras peut-être, ou de toute façon, tu as quand même marché. Et donc moi, ce que je trouve le plus important, et ce que je conseille tout le temps, c'est de dire, votre seul objectif, on va dire, ça devrait être de continuer à créer. À partir du moment où ce qui te plaît, c'est de créer, et tout ce que tu fais dans ta vie, c'est pour pouvoir continuer à le faire, tout devient beaucoup plus facile. Et l'argent, du coup, c'est entre guillemets un effet collatéral, c'est-à-dire que si tu crées quelque chose d'intéressant, effectivement, l'argent va rentrer. Et l'argent est intéressant à gagner, pourquoi ? Parce que ça va te permettre de créer plus. Quelqu'un qui débute et qui n'a pas d'argent, il va être obligé d'avoir un boulot à côté parce qu'il faut bien payer les factures. Et du coup, il va avoir par exemple très peu de temps à consacrer à ce qu'il crée réellement, à ses créations réellement. À partir du moment où il commence à gagner un peu plus d'argent, etc., il va pouvoir du coup passer de plus en plus de temps à vraiment créer. Et du coup à aider, entre guillemets, l'humanité, etc., à avancer. Donc l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de dire, ne faites pas de l'argent votre objectif principal, faites de votre objectif principal la création en elle-même. Et dans ce cas-là, effectivement, si vous pouvez gagner de l'argent, et c'est intéressant d'apprendre le marketing, etc., et de vendre des choses, parce que justement, ça va vous permettre, moi, par exemple, le jour où j'ai pu consacrer 100% de mon temps à ce que je faisais, à mon écriture, etc., j'ai vendu mon entreprise et tout ça, et du coup, j'ai pu vraiment consacrer là-dessus. Automatiquement, je suis beaucoup plus productif depuis, parce que je fais que ça. Donc là, en 6 ans, je crois que je suis au 13e livre que j'ai publié, en 6-7 ans, plus un peu plus de 1000 articles sur le blog, des formations, etc., etc. J'aurais pas pu le faire si j'avais eu un boulot à côté. Mais voilà, Et si tu n'avais pas compris ce concept aussi de mettre le marketing, la vision de l'argent au service de ta passion, parce que bien souvent, c'est ce qui bloque aussi au niveau des gens. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, je pense, qui font un autre boulot que la photo à côté pour pouvoir payer les factures, gérer leur vie familiale, etc. Ce qui est complètement OK. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est clairement la norme. Aujourd'hui, c'est ça. Dans toutes les agences, dans toutes les structures professionnelles, 80% des gens, ou en tout cas plus que la moitié, ont un autre boulot à côté. Un vrai métier, entre guillemets, pour rigoler. Et par contre, souvent, c'est ça qui est un peu dramatique, c'est que pas mal de gens se cassent les dents sur le passage de... ils font trop tôt souvent. Ouais, et puis surtout, ils sont pas armés, peut-être philosophiquement en parlant, quelque part, pour comprendre que gagner de l'argent avec ta passion ne dénature pas ta passion, ne veut pas... Et beaucoup de gens font ça, d'ailleurs, et je connais des gens qui ont même reculé, qui sont allés dans l'autre sens en disant « je veux vraiment garder la photo comme une passion parce que j'ai peur de plus vouloir faire de photos derrière, que je pense qu'au business, etc. » Alors qu'en fait, mais à ce moment-là, c'est peut-être une façon de comprendre que c'est pas fait pour toi, peut-être, et que effectivement, il vaut mieux pas que tu te lances comme professionnel là-dedans parce que tu n'en seras que malheureux. Ce que j'ai fait moi, comme je te dis, je ne suis pas lancé comme professionnel de la photo, entre guillemets. Mais
Si tu veux, moi, la façon dont je vois ça, hein, c'est... il y a un moment où il faut que tu définisses ce que j'appelle une étoile polaire. C'est-à-dire une étoile polaire, c'est quoi? C'est l'étoile que tu as dans le ciel, hein, l'étoile polaire, et elle indique plus ou moins le nord. À peu de choses près, elle est au-dessus de l'hémisphère, au-dessus du pôle nord. Et du coup, c'est une aide à la navigation hein, depuis toujours. Maintenant, ça a été remplacé par des GPS, etc. Mais à l'époque, ça servait à naviguer et tu savais que si tu allais dans la direction de l'étoile polaire, tu allais vers le nord, etc., etc. Et elle n'est pas très très précise, ça indiquait pas le nord exactement, elle est un peu décalée, etc. Mais c'était suffisamment précis pour te donner une direction, d'accord? Et personne n'est jamais arrivé à cette étoile polaire, hein, d'accord? Mais tu vas dans sa direction, tu sais que tu vas vers le nord et c'est toujours une indication. Et ça, c'est un concept que j'aime bien, c'est-à-dire de se dire, ok, j'ai une direction dans ma vie et chacun devrait la définir, cette direction, et tant pis si tu n'y arrives jamais. Et le but, c'est juste de faire des progrès dans cette direction-là et de toujours regarder plus ou moins cette même direction-là qui te permet d'avancer. Et pour moi, cette direction que je me suis donnée, c'est d'écrire, tout simplement. C'est quelque chose de très vaste. J'écris, ça peut être n'importe quoi, je me bloque pas sur un sujet, je me dis pas je veux écrire tant de livres avant tel âge, je veux être le meilleur, non, tout ça je m'en fiche, je veux juste continuer à écrire. Et après le deuxième concept que j'aime bien, c'est de dire, j'appelle ça l'autoroute du succès en gros, c'est, tu vois les autoroutes, surtout aux États-Unis là où il y a des dizaines de fils les unes à côté des autres, le principe c'est ça, c'est-à-dire que au début quand tu vas te dire ok, mon objectif, mon étoile polaire, c'est d'écrire, ok, qu'est-ce que je peux faire? Une action qui me permet d'aller dans cette bonne direction. Et moi, au début, quand j'ai commencé, j'ai pris une demi-heure chaque soir pour écrire sur mon blog. J'avais le boulot à côté, etc. Et le soir, je rentrais chez moi et je prenais une demi-heure après manger, plutôt que de regarder la télé, une demi-heure pour écrire. Voilà. Et j'ai commencé comme ça. Et tous les soirs, j'écrivais pendant une demi-heure. Je ne pouvais pas faire plus. J'aurais pas pu dire, ok, j'envoie tout balader, je me mets à l'écriture. Non, j'avais pas d'argent de côté, il fallait bien payer les factures, tout ça. Et donc, pourquoi l'autoroute du succès? Parce que du coup, quand on fait une action qui va dans la bonne direction, tu vois, c'est comme si on faisait une file qui va dans la bonne direction, une voie. Et effectivement, quand il n'y a qu'une voie sur une route, si tu as un accident, tu es bloqué. S'il y a quoi que ce soit, tu vois, ça te ralentit et tu perds du temps. Et admettons qu'ensuite, tu te dises, ok, j'ai une première voie, je vais réussir à faire une deuxième voie dans la bonne direction. Ok ? Et si tu commences à avoir deux voies, s'il y a quelque chose qui te ralentit sur la première, tu peux dépasser, tu peux la déplacer, etc. Et puis petit à petit, l'idée c'est d'aligner le plus de choses possible dans ta vie dans la bonne direction. D'accord ? Donc tu as ton étoile polaire, tu dis ok, moi ce que je veux faire c'est écrire. Pour l'instant je ne peux pas consacrer à ça à 100%, mais j'essaye. Qu'est-ce que je peux faire ? Tiens, je vais me libérer une demi-heure. Hop. Et puis après, la deuxième chose, ça va peut-être de dire, ok, j'ai assez d'articles sur mon blog, je vais créer un livre et je vais vendre ce livre. Hop, c'est une deuxième voie parce que ça te rapporte un tout petit peu d'argent, que dalle, mais c'est déjà un peu plus, tu vois. Et en fait, tu alignes tout par rapport à ça. Et moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur la nutrition, sur le sport, parce que c'est des choses qui m'intéressent, etc. Mais c'est toujours dans l'optique de me dire, ok, ça va me donner plus d'énergie pour passer plus de temps à créer et à écrire, parce que c'est toujours ça mon objectif. Et à partir du moment où tu as cette étoile polaire et que tu dis, ok, j'essaye d'aligner le plus de choses possibles et d'améliorer le plus possible ma vie pour aller dans cette direction-là, tu sais où tu vas, tes choix sont beaucoup plus faciles et c'est aussi beaucoup plus facile de dire non. Si on me dit, tiens, on va faire la fête ce soir pour faire, parce que comme ça, non, parce que demain matin, moi, je vais écrire. Et c'est plus intéressant pour moi d'écrire que de faire autre chose le soir. Oui, tu es capable de prendre de meilleures décisions dans ta vie. Parce que tu sais où tu vas. Et quand tu prends de meilleures décisions, tu saisis plus facilement des opportunités. Aussi. Du coup, tu as de la chance plus facilement. Et là, on touche à un truc aussi qui est super intéressant en termes de développement perso. Et c'est une de tes spécialités aujourd'hui dans ton écriture et dans ta façon de voir le monde aussi. C'est la question de l'effet cumulé. D'ailleurs, il y a un super bouquin, dont j'ai oublié le nom de l'auteur, qui parle de ça, qui explique l'effet cumulé en tant que théorie sur ton activité, ton développement personnel, qui est de dire chaque petite action que tu vas faire va en fait dessiner une sorte d'exponentielle. Et en fait, tu te rends compte que dans la vie, il y a énormément de choses qui prennent cette courbe-là d'exponentielle et plus ou moins longue. Et c'est le concept de l'exponentielle qui est très longue. Tu as envie d'abandonner. Tu as même une sorte de période de creux au début où tu vas passer dans ta zone rouge en mode là, ça craint, j'ai plus de thunes, j'ai plus d'argent, j'ai plus de relations sociales, etc. Mais si tu t'accroches et que tu fais ces micro-actions comme un athlète qui va continuer à faire ses entraînements
comme ce musicien qui va continuer à faire ses gammes, comme cet écrivain qui continue à écrire, comme ce photographe qui va continuer à faire des photos. Mais en fait, au bout d'un moment, la courbe remonte et là, l'exponentielle se déploie et tu arrives à un moment où tu connais un succès tel que les gens vont te dire « tu as eu de la chance ». C'est ça. C'est-à-dire que le succès du jour au lendemain, on en voit plein, on se dit « Ah, lui, je le connaissais pas la semaine dernière et là, maintenant, il est partout. C'est fou, il a eu de la chance ou il y a eu quelque chose et là… » Non, en fait, le mec, ça fait 15 ans qu'il bosse, mais pendant 15 ans, tu n'en as pas entendu parler. Et c'est la même chose d'ailleurs avec l'effet de mode, et tu parlais des vidéos YouTube, etc., où les vidéos qui vont rester longtemps, ou les livres qui vont rester longtemps, souvent, ils n'ont pas un démarrage extraordinaire. Parce que c'est cet effet d'exponentiel, ça part doucement et puis il trouve son public petit à petit et puis si c'est un bon bouquin, les gens ils vont en parler et petit à petit le bouche à oreille va faire sa publicité et il va finir par en permanence, en quelque sorte, toute sa vie, il va continuer à se vendre, voire même les ventes vont s'améliorer. Alors que quelque chose qui a un effet de mode, il va partir de très haut mais il va s'effondrer très rapidement et puis on n'entendra plus jamais parler. Et en plus, le fait que un premier bouquin te donne une légitimité, ne serait-ce que pour toi, à titre personnel, te donner confiance en toi pour en faire un deuxième. Et ensuite, ça va donner une crédibilité au reste du monde pour dire, ben voilà, j'ai déjà fait un truc. Ça marche aussi dans la photo de presse. Le fait d'avoir déjà fait un reportage sur telle thématique t'ouvre des portes qui vont t'ouvrir d'autres portes, qui vont t'ouvrir d'autres portes. Mais ça peut fonctionner que si tu as ce dont tu as parlé, la direction, la vision, Et même après, socialement parlant, moi je pense que si on s'entend si bien aussi, c'est parce que tous les deux, on a compris plein de choses qu'on a en commun sur ça, et pas que lié à la photo. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dès que tu commences à avoir une vision et un peu d'ordre dans ta vie par rapport à ça, tu vas naturellement attirer comme un aimant d'autres gens, et les gens qui, eux, n'ont pas atteint cet objectif-là ou n'ont pas envie aussi, ça arrive de tomber sur des gens qui n'ont pas envie, qui préfèrent le chaos, soit en étant conscient du truc, soit pas, ces gens-là deviennent soit toxiques, soit sortent en fait de ta vie ou de ton spectre un peu par défaut. Et en fait, c'est bien quelque part, ça permet de… Oui, c'est sûr. Mais c'est comme ça, en fait, c'est pour ça que c'est important, parce que si tu débutes, par exemple, tu es obligé d'avoir un boulot à côté. Ou alors tu as de l'argent, ou enfin voilà, il y a des cas particuliers, on arrivera toujours à trouver des cas particuliers, mais dans 99% des cas, si tu débutes et que tu te dis ok, je veux être auteur, ok, tu peux pas. Enfin, tu peux pas. Tu peux pas devenir 100% auteur dès le début, il faut bien manger, d'accord ? Et un livre, ça met… tu parlais tout à l'heure de plusieurs mois, pour moi c'est plusieurs années. Pourquoi ? Parce qu'avant de commencer à écrire ton livre, il faut déjà que tu deviennes ton livre. C'est-à-dire que moi, quand j'explique quelque chose dans mon livre, en gros, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Donc, au moment où j'ai commencé à le travailler, pour moi, c'était il y a plusieurs années. Ensuite, je me suis amélioré moi, personnellement, et à partir d'un certain moment, je le maîtrise assez pour pouvoir le transmettre. Et là, je commence, entre guillemets, la vraie écriture du livre. Et effectivement, un livre, ça met le temps que ça met, on va dire entre 6 mois, 1 an, 2 ans, ça dépend des livres, etc. Quand on vraiment travaille et qu'on fait que ça sur le projet. Mais en vrai, le projet, il a commencé des dizaines d'années avant, peut-être, quand tu as commencé à apprendre des choses qui allaient dans cette direction-là, quoi. D'accord ? Et quand quelqu'un commence, quand il débute, ce qui est très important, c'est de choisir des activités, des boulots, etc., qui vont te permettre d'acquérir des compétences qui pourront être utiles après, plutôt que de viser l'argent. Il vaut mieux être payé une misère, mais faire quelque chose qui t'apprend et qui te permet d'aller dans la bonne direction vers ton étoile polaire. Et c'est encore une fois le concept de l'étoile polaire et de l'autoroute du succès, c'est-à-dire que le boulot à côté que tu choisis, tu as tout intérêt à choisir quelque chose qui te soit utile pour ce que tu veux faire à long terme. D'accord ? L'exemple le plus, peut-être celui qui m'a en tout cas moi le plus parlé, c'est Einstein, qui a fait énormément de découvertes, etc. Et automatiquement, pour faire ce genre de découverte, il faut être soumis à plein d'autres idées. Et il y a un moment où en fait c'est des collisions entre des idées, entre ses idées à lui et des idées d'autres personnes, tu vois, qui font des collisions, qui font naître des nouvelles idées. Et il faut donc déjà être soumis à beaucoup d'idées comme ça et avoir du temps aussi pour réfléchir, pour te poser, voilà. C'est comme ça qu'on a des grandes idées. Rester beaucoup de temps dans le silence et avoir beaucoup de matière à remuer en quelque sorte. Et donc lui, ce qu'il a trouvé pour ce qu'il exerçait comme boulot, il aurait pu être peut-être scientifique et être très bien payé, mais plutôt que de faire ça, il a pris un boulot dans le bureau qui validait les brevets en Suisse. Et du coup, toute sa journée, en fait, qu'est-ce qu'il faisait ? Il regardait des idées des autres. Tout ce qui était breveté passait entre ses mains.
Et lui, du coup, ça lui permettait d'avoir beaucoup de collisions d'idées avec des personnes qui étaient assez, entre guillemets, intelligentes, ou en tout cas qui avaient des idées assez bonnes pour les faire breveter. Donc c'est que c'est souvent des idées intéressantes. Et ensuite, il s'est débrouillé pour automatiser et systématiser le plus possible son travail pour pouvoir le faire en le moins de temps possible. Et à la fin, en fait, il travaillait quasiment que la matinée. Le reste du temps, il restait au bureau, mais il avait déjà fini ce qu'il devait faire et il pouvait toute l'après-midi se concentrer sur ses théories à lui, avec toutes ces collisions d'idées qu'il avait eues dans la matinée, etc. C'est énorme, je connais pas, connais pas cette partie-là. C'est Robert Greene qui en parle dans Mastery. C'est quoi? C'est recherche de l'excellence, non, en français? C'est ça, ouais. Atteindre l'excellence. Atteindre l'excellence en français, voilà. Et les livres de Robert Greene qu'on conseille tous les deux, parce que c'est juste indispensable d'avoir ça dans sa bibliothèque et de lire un peu de temps en temps. C'est impossible à lire d'un coup, je pense. Trop de pages. Mais c'est extrêmement intéressant. Je crois que les 48 lois du pouvoir, je crois que j'avais acheté le livre audio sur Audible pour l'écouter en mode podcast. Du coup, ça durait 30 heures, un truc comme ça. C'était Ah oui, c'est des gros livres. Podcast infini. Mais c'est excellent, parce qu'en plus, lui, c'est... Alors toi, tu utilises beaucoup les techniques de ces auteurs, notamment Ryan Holiday, Robert Greene, qui consiste à aller chercher des anecdotes, des histoires dans l'histoire avec un grand H, et ensuite trouver une leçon pour l'appliquer à une situation entrepreneuriale ou artistique. Et c'est là que tu te rends compte, ce que tu disais au début, l'effet Lindy, quoi, c'est que ça marche aussi pour les idées. Une bonne idée, une bonne vision du monde, une bonne philosophie, surtout quand c'est lié à la nature humaine qui, concrètement, n'a pas évolué depuis qu'on est des mecs poilus à chasser des mammouths, quoi. Tu te rends compte que, et c'est ça d'ailleurs qui est même surprenant et vachement intéressant, c'est de voir à quel point nos habitudes de consommation, notre pensée évolue, alors qu'anatomiquement parlant et chimiquement parlant, enfin psychiquement parlant, les évolutions ne se font pas en même temps. Alors là, je suis pas d'accord avec toi. Ce qui est fou, c'est que quand tu lis des trucs qui ont 2000 ans, tu t'aperçois que les mecs, ils avaient les mêmes problèmes que nous aujourd'hui, ouais. et qu'ils avaient déjà des très bonnes solutions. Et ce que je veux dire, c'est que tu as des trucs... Tu as l'impression qu'on ressasse le truc depuis 2000 ans et que c'est toujours la même chose. Alors effectivement, c'est pas la même chose parce que... Oui, c'est comme quand Aristote va te sortir une citation, les jeunes, de toute façon, c'est tous des cons. C'est ça, il y a toujours ces problèmes entre les générations, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des trucs qui vont, soi-disant, révolutionner tout et plus personne n'aura d'emploi parce que toutes ces peurs et ces choses-là elles existent depuis des milliers d'années, c'était déjà les mêmes problèmes. C'est ça. Mais t'as des réflexes qui sont animaux, tu vois. Quand je suis arrivé chez toi tout à l'heure, ton chien essaie de me mordre et tu m'as dit, en fait, c'est comme c'est un chien de berger à la base, il niaque les... Il pince. Il pince les pas, elle pince. Il pince les moutons pour les amener dans le bon chemin et du coup, toi, il t'a pincé, il a encore regardé ce truc, alors qu'il a jamais vu peut-être un mouton de sa vie, le chien. Et du coup, mais c'est pareil pour nous dans notre tête. L'humain... une des plus grandes peurs qu'on a en tant qu'humain, c'est Napoléon Hill qui l'explique super bien, il explique les six peurs fondamentales. C'est pas du tout la peur de la mort, c'est la peur d'être rejeté, la peur du ridicule, et qui est liée en fait quelque part à une peur de la mort, indirectement, parce qu'à l'époque d'Homo sapiens, Néandertal, etc., être rejeté par la tribu, ça veut dire crever, parce que t'es plus avec les gens, et donc du coup tu meurs. Et aujourd'hui, on a ça, quoi. Et ça se transpose sur Instagram où tu as des gamins qui vont être capables de se suicider en direct sur Facebook Live parce qu'ils ont été rejetés à l'école ou rejetés par leurs followers. C'est anatomique en fait quelque part, tu vois, c'est dans le cerveau reptilien, un truc que personne n'est capable d'expliquer concrètement comment ça se passe. Alors en plus à l'heure de l'IA, on se dit c'est une réplique du cerveau humain, mais si tu sais pas ce que c'est le cerveau humain, c'est quoi l'IA? Du coup c'est quoi l'IA? Qui créera l'IA? Bon, c'est autre chose. Ça se complique. Mais c'est incroyable de voir que... Mais là, c'est un sujet que j'aborde dans mon prochain livre qui va sortir en octobre. Toute la partie intelligence émotionnelle et développement personnel, etc., qui est super intéressante parce que justement, tant que t'en prends pas conscience et tant que tu prends pas la main là-dessus, tu es, comme tu dis, gouverné par des instincts, la nature humaine, des instincts enfouis depuis des années, le genre de truc qui te disait, quand tu vois un tigre à dents de sabre, tu cours et tu te poses pas la question et tu as plein de réactions qui se passent à l'intérieur de ton corps qui te permettaient de te mettre en sécurité ou en tout cas de limiter les dangers. Et aujourd'hui, effectivement, dans la société dans laquelle on vit, les dangers sont beaucoup moins
important et tu risques moins de mourir, mais les réactions corporelles et nos réactions restent les mêmes et du coup sont disproportionnées. Et si on n'y fait pas gaffe, le stress que tu avais quand tu avais devant un tigre à dents de stress, c'était un pic énorme, mais derrière ça redescendait parce que tu es retombé sur quelque chose de calme. Et aujourd'hui, on a du stress qui ressemble à celui-là et qui est le même, sauf que du coup, on le provoque pour rien du tout. Et derrière, on l'entretient parce qu'on a de plus en plus de situations stressantes, etc. Et du coup, c'est quelque chose de très compliqué. Et donc, dans mon livre, vraiment, je travaille beaucoup. Et alors, à l'aide de la photo, entre guillemets, c'est-à-dire que à travers les photos que vous prenez, etc., il y a une possibilité et qui est très intéressante, c'est justement de comprendre ces émotions, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Et le but, c'est ce que j'explique à mes élèves, c'est de dire, prends ton appareil photo, tu vas dans la rue et tu photographies. Et dès que tu vois quelque chose qui attire ton œil, tu le photographies en moins de 3 secondes. Alors au début, bon, il y a un petit problème de technique qu'on va vite résoudre, ok, on comprend qu'il ne faut pas toucher à tous ces réglages parce que sinon tu n'arrives pas à déclencher en 3 secondes, mais une fois que la technique est résolue, ce qui va très très vite, on s'aperçoit qu'on arrive à photographier en moins de 3 secondes sur le papier, mais en réalité on n'y arrive pas parce que souvent il y a quelque chose qui nous bloque. Et devant soi, par exemple, il y a des gens, ils n'arrivent pas à déclencher à photographier un inconnu dans la rue, ou c'est certaines personnes ou certaines situations où voilà, il y a des choses qui nous bloquent. Ça, c'est super intéressant. Oui, une forme de gêne à faire une photo. Ouais, ça peut être n'importe quoi. Le regard des autres. Ou publier leurs photos, les montrer, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc., etc. Et là, tu commences à explorer quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire que, découvrir ce que tu aimes photographier et au contraire ce que tu as du mal à photographier. Et avec ces informations-là, c'est-à-dire que si tu veux, les émotions et les sentiments qu'on ressent, c'est pas quelque chose d'inutile, loin de là. Au contraire, c'est des informations, ça donne des informations utiles. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas quoi en faire. Et ils ont tendance à se dire, ok, il faut que je les enfouisse parce que il faut pas qu'on voit que je suis émotionnel, ou il faut pas qu'on voit que j'ai peur, ou il faut pas que... Et du coup, pour les enfouir, ils se les cachent à eux-mêmes. Et on a une grosse part du coup d'ombre et d'émotions refoulées qui restent là quelque part, qu'on veut pas montrer, surtout pas montrer, alors qu'en fait c'est des informations qui nous disent si tu as la boule au ventre tous les matins pour aller au boulot, c'est sûrement que t'es pas fait pour ce boulot-là. Si ça se passe pareil, ça peut être aussi entre les personnes, si ça se passe mal avec une personne, etc. Si au contraire il y a une activité, quand tu termines, même si elle est difficile, tu as l'impression que tu te sens mieux après, c'est quelque chose qui est nourrissant pour toi. Et tu as intérêt à en faire beaucoup plus, au contraire. Et il y a beaucoup de gens, si vous y pensez dans la journée, qui vont s'apercevoir que, par exemple, je sais pas, ils vont au boulot avec la boule au ventre. Par contre, quand ils font quelque chose à côté le soir, là, ils se sentent bien et épanouis. Il faut plutôt que d'enfouir tout ça, au contraire, le révéler et se dire, ok, comment je peux faire pour faire plus de ce qui m'épanouit et moins de ce qui me nuit. Et donc, du coup, écouter ces émotions plutôt que de les enfouir, quoi. C'est marrant, ça fait écho un peu à ce que disait William Keogh. Tu l'avais croisé il y a 3 ans à Visa à Perpignan, il était chez DR, dans le collectif DR, et puis il est rentré chez Magnum il y a 2 ans. Et on a fait un podcast ensemble il y a quelques semaines et qui est disponible là, qui est à l'écoute. Et il expliquait que il passait énormément de temps à faire des editing, à éditer ses photos, et il conseillait de faire de temps en temps, 1 fois par an ou 2 fois par an, un très gros editing, c'est-à-dire prendre tout ce qu'on a fait dans l'année, regarder ça attentivement pour y détecter des sortes de patterns et d'observer, d'être très critique envers toi-même, pas forcément sur les questions de cadrage, mais sur ce que tu prends en photo, la façon dont tu le fais. Et lui, par exemple, il s'était rendu compte que il a beaucoup travaillé sur le 9.3 pour plein de projets au long cours, notamment la commande de la BNF, etc. Il se dit, moi, je prends beaucoup de personnes... d'origine noire dans mes photos. J'ai l'impression que je travaille beaucoup sur ça et ça dit quelque chose en fait sur mon histoire personnelle parce qu'il vit là-bas aussi et tout, et c'est vachement profond parce que du coup la photo te permet c'est une psychanalyse en soi, à condition que tu te questionnes et que tu fasses le rôle du psy qui est là assis pendant que tu es allongé, qui va te poser des questions, qui va te dire pourquoi tu fais ça, parle-moi du truc, et tes photos te servent à faire ça. Tu te rends compte que tu vas
finalement toujours travailler d'une même façon, cadrer d'une même façon, utiliser, sous-exposer ou surexposer tes images ou mettre en avant ton premier plan d'une telle façon. Et ça, moi, un des exercices que je préconise, c'est de faire un livre photo, de s'auto-éditer, même si tu vas pas au bout de la démarche et tu vas pas dépenser 15 000 balles auprès d'un imprimeur pour lancer ta prod, mais le simple fait de faire un editing, trouver un angle, un sujet de livre, prendre tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant et en faire des chapitres. Déjà parce que tu vas te rendre compte, c'est ce qu'on disait avec JC Millet dans un précédent épisode, qu'au final, il faut être dur avec toi-même et que, tu sais, effet Dunning-Kruger qui marche aussi en photo, c'est que plus tu penses savoir, moins tu te rends compte que tu sais, et moins tu as fait de choses, et plus tu penses que tu es un expert. Et en photo, c'est ça, quand tu fais de l'editing très sérieux, tu te rends compte que tu n'as pas assez. Mais si en plus tu as cet esprit critique de dire pourquoi je fais ça de cette façon-là, qu'est-ce que ça veut dire de moi, de ma façon de penser, en fait, c'est encore une fois ce que je dis dans mon livre, il faut tomber amoureux des problèmes au lieu de les éviter, déjà. C'est-à-dire que quand tu détectes quelque chose, d'aller le fouiller. Et effectivement, l'editing est super important. Alors j'appelle ça, moi, méditer sur tes photos. Et ce que je conseille de le faire, moi, c'est de le faire chaque soir, un peu comme tu écrirais dans un journal. Si tu prends des photos dans la journée, ou même si tu en prends pas, tu te poses le soir un petit peu et tu réfléchis à ce que tu as fait dans la journée. Si tu as pris des photos, tu fais un editing rapide. Et de toute façon, de repenser à ce que tu as fait de bien, de pas bien, etc. Et petit à petit, tu as quelque chose qui se construit. Et comme tu dis, regarder ces photos, découvrir ce que tu as du mal à faire ou ce que tu aimes bien faire, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Se poser toutes ces questions, c'est intéressant. Et ça a deux avantages. C'est le premier, c'est que toi, tu vas progresser humainement, parce que tu vas mieux comprendre qui tu es, ce qui t'intéresse, etc., etc. Et comme tu le dis, le deuxième avantage, c'est que ça va t'ouvrir les portes de projets créatifs. Parce que quand tu détectes quelque chose, comme tu le dis, pourquoi pas se lancer dans un projet autour de ça, qui peut être un livre, qui peut être une série photo que vous publiez sur votre blog ou n'importe quoi, hein, on peut voir n'importe quoi. Et c'est vraiment comme ça qu'on avance. Et si moi je reprends l'évolution de mes livres, c'est exactement la même chose. Et ça rejoint tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, tiens, je vais apprendre la photo. J'apprends la photo, c'est devenu un livre qui s'appelle J'apprends la photographie. Au début, quand j'ai commencé à apprendre la photo, je me suis pas dit, je vais écrire un livre. J'ai détecté un intérêt chez moi, si tu veux, pour la photographie. Et je me suis dit, tiens, je vais aller l'explorer. Et à force d'explorer, j'ai progressé. Et du coup, j'en ai fait un livre. Et c'est devenu un projet. Ensuite, une fois que j'avais, entre guillemets, maîtrisé la technique photo, ce qui a commencé à me poser problème, c'est justement l'editing. Et j'ai fait un livre, l'art de l'editing, qui s'intéresse à ça. J'ai appris comment on faisait et je le transmets dans un livre. Ensuite, je me suis dit, ce qui me pose problème, c'est la composition. Du coup, j'ai fait la même chose, j'ai appris la composition, j'ai beaucoup lu, etc. Et j'ai un livre sur qui parle de composition. Et c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que je vois, par exemple, quand j'étais jeune, j'avais été beaucoup plus timide, j'avais du mal à aller vers les gens, à parler en public, ou même à traverser une place, tu vois. J'ai toujours l'impression que tout le monde me regardait quand je traversais une place, alors que tout le monde s'en foutait. Et du coup, à un moment, je me suis dit, avec ton appareil photo, ça te pose problème, essaye de dépasser ça. Et du coup, je me suis intéressé aux gens, à photographier les inconnus. Et maintenant, dans mes workshops, on travaille ça et on va soit photographier les gens sans qu'ils s'en aperçoivent, soit aller carrément accoster quelqu'un, un inconnu, et lui dire bonjour, est-ce que je peux vous prendre en photo? Et c'est quelque chose qui aurait été complètement impossible pour moi il y a longtemps. Mais du coup, voilà, je me suis dit, j'ai détecté entre guillemets ce problème, j'ai cherché une solution à travers ce que je faisais, à travers la photo, etc. J'ai essayé de m'améliorer, de chercher des techniques, d'aller vers les gens, l'entraînement, etc. Tout ça, j'ai pris des notes. Je l'ai transformé aujourd'hui en workshop et ce sera sûrement le prochain livre sur lequel je vais travailler, d'aller photographier les inconnus dans la rue, faire un livre là-dessus, parce que je sais qu'il y a énormément de photographes qui ont des problèmes avec ça et pas que des photographes pros, enfin surtout pas des photographes pros en fait, c'est surtout ça. Mon public, les personnes auxquelles je m'adresse le plus, justement, c'est pas des photographes pros, mais c'est au contraire des gens souvent qui ont quelque chose à côté, un travail ou une vie de famille, mais qui manquent de créativité, entre guillemets. Et on a tous besoin de s'exprimer quelque part de notre côté créatif. Et donc, du coup, je pense que la photo que je transmets aujourd'hui, et j'appelle ça la photographie de tous les jours, c'est une photographie qui permet justement d'évoluer, de comprendre des choses sur soi, de grandir, de s'épanouir, grâce à la photo,
même si la photo n'est pas votre objectif principal. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes employé, si vous êtes père ou mère de famille, à la maison, etc. Avoir ce côté photo à côté vous permet d'exister quelque part, tout simplement, parce qu'on montre ce qu'on voit, on partage ce qu'on ressent, notre vision du monde, et du coup, même quelqu'un qui a un boulot, entre guillemets, qui lui plaît pas du tout, et qui est quelque part ingrat, je sais pas moi, un magasinier qu'on voit jamais dans un magasin et tout ce qu'il fait c'est mettre des choses, c'est utile, mais quelque part il y a un moment c'est vrai où on se dit je m'exprime pas à travers ce boulot. Et avoir ce côté photo à côté permet justement de s'exprimer et du coup c'est quelque chose que tous les humains ont besoin. C'est clair. Tu sais que c'est marrant, ça me fait penser à quand je faisais mes études, je bossais chez Leclerc, je mettais en rayon des cahiers, des trucs. Et je tirais une palette tous les matins de 6h à midi, quoi. Et à un moment donné, je m'étais mis challenge avec mon téléphone de faire des photos. C'était au moment d'Instagram, c'est où c'était à la mode de faire de l'ispamatique avec des petits cadres, des filtres et tout. Et du coup, je faisais des photos des mecs qui bossaient autour de moi. Et tu vois des trucs rigolos dans un centre commercial, dans l'envers du décor. Tu vois plein de trucs rigolos. Donc du coup, je m'entraînais en fait, tu vois, à faire. C'était un petit exercice créatif de trouver des trucs rigolos à faire, tout en tirant ma palette et en ouvrant mes cartons. Mais un truc, je rebondis là-dessus parce que tu vois, c'est quelque chose d'intéressant, quelque chose que c'est Nietzsche qui disait ça. Il disait est-ce que tu revivrais indéfiniment ta journée d'aujourd'hui? Et moi, dans mon livre, j'en parle. Je dis est-ce que tu la revivrais indéfiniment, même si c'est un lundi? Et si c'est pas le cas, soit il faut que tu changes de vie, soit il faut que tu changes le sens que tu donnes à ta vie. Et souvent, c'est beaucoup plus simple de changer le sens que tu donnes à ta vie plutôt que de changer ta vie. Et tu vois, dans ton exemple où tu disais, ok, je suis magasinier, tu aurais pu dire, putain, c'est un truc, ça me plaît pas du tout, je m'ennuie, je sers à rien, etc. Et là, si tu pars dans une spirale descendante, on va appeler ça, et au lieu de ça, tu as pris le côté positif, au contraire, et te dire, ok, j'ai cette situation-là, est-ce que je peux la changer? Non, il faut bien que je mange, j'ai besoin de travailler, j'ai ce boulot-là, ok. Est-ce que je peux lui donner un sens un peu plus intéressant? Et à partir du moment où, plutôt que de voir juste le côté technique, tu t'es dit, ok, je vais prendre des photos et je vais documenter ça, d'un seul coup, tu as changé le sens que tu donnais à ce truc-là et tu l'as, d'une activité, on va pas dire nuisible, mais en tout cas ennuyeuse, tu l'as transformée en une activité nourrissante en ajoutant de la photo par-dessus. Et donc ça, c'est ce que j'aime bien avec ce que j'appelle la photographie de tous les jours, c'est qu'on peut finalement donner du sens à n'importe quoi grâce à la photo. Voir la vie différemment, voir le monde différemment grâce à la photo. C'est clair. T'as vu le film Smoke? Non, télé, je suis pas spécialiste. C'est un film qui est pas très connu. Je crois que c'est De Niro qui est dedans. C'est un film que c'est pas ce film-là qui l'a rendu connu, mais le personnage, ça te plairait parce que le personnage principal est un vendeur de. Je crois qu'il vend des cigares. Enfin, je crois que il y a une histoire de cigares, du coup Smoke, machin. Mais son truc, c'est la photo. Mais c'est pas la photo comme tout le monde, son délire à lui. C'est un peu monomaniaque. Il a une boutique, je crois que c'est Manhattan ou je sais plus aux États-Unis, et il met son appareil photo sur un trépied devant sa boutique, au même endroit, tous les jours, et il appuie. Et il fait une photo de la rue devant lui, le croisement, tous les jours. Et il y a une scène incroyable où il est avec un mec dans le film, il explique, voilà, il lui montre son album photo. Il sort toutes les photos, c'est à l'argentique. Et le mec tourne les pages de l'album et voit en fait la même scène tous les jours depuis, je crois qu'il fait ça depuis 10 ans le mec, c'est improbable. Et le mec il me dit, t'as combien des albums comme ça? T'as tout ça là? D'accord. Et il est en train de fumer son cigare, il y a un truc. Et en fait ça devient incroyable parce que du coup un simple truc basique, c'est difficilement explicable aux gens, et en fait le mec dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, je sais pas, j'aime bien voir, je fige un instant comme ça, des gens passent, c'est jamais la même photo, et pourtant c'est le même cadre, mais au centimètre près, tu vois. C'est incroyable. J'ai un copain qui faisait ça avec ses pieds. Ouais. Il prenait des photos de ses pieds. Il était debout et tac, il prenait des photos de ses pieds. Et bon, soit tu te dis, bon, super. Et en fait, après, il en faisait des petits tirages tout petits et il les accrochait dans ses toilettes. Et il y en avait partout. Du coup, le mur était complètement crépi. Mais du coup, c'était génial parce que, en fait, il y avait des endroits que tu reconnaissais, il y avait des situations. À un moment, je me souviens d'une photo où il y avait un ballon de rugby avec marqué top 14 dessus. Voilà, tu vois. Exactement. Et du coup, en fait, tu t'apercevais que tu pouvais retracer plein de trucs ou te mettre à sa place, etc. grâce à ça. Et autre chose que tu as dit qui est super intéressant, c'est de ne pas arriver à expliquer pourquoi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête. Il y a des choses que
Ça t'intéresse. Tu sens que tu as un intérêt pour ça, tu sens que tu dois y aller, tu sens que tu dois te lancer, etc. Mais tu es incapable de justifier. C'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu dois faire quelque chose. Et c'est la même chose avec les photos. Si tu as une photo qui te plaît, tu n'es pas obligé d'expliquer pourquoi elle te plaît ou d'expliquer pourquoi elle devrait plaire aux gens. Si elle te touche, que tu sens qu'elle est bonne, qu'elle te plaît, tu peux la poser et la mettre dans un livre et en faire ce que tu veux. Et un projet, c'est pareil, ou t'intéresser à quelque chose. Si tu veux apprendre quelque chose, même si les gens ils vont te dire « mais pourquoi tu vas apprendre ça? À quoi ça va te servir ?» C'est pas grave. Si tu sens que ça t'intéresse, il faut y aller même si tu n'arrives pas à expliquer pourquoi. Et les photographes, c'est souvent les critiques photos qui donnent la clé d'une photo au photographe lui-même. C'est-à-dire qu'il prend la photo, il sent que celle-là elle lui plaît, il la pose dans un livre, et un jour il y a un critique qui va dire « ah mais ça et ça ». Ah ouais, je comprends mieux maintenant. Ah ouais, t'as raison, j'avais jamais vu ça. Ouais. Donc, il y a notre intuition, notre inconscient connaît beaucoup plus de choses et voit plus de choses, comprend plus de choses que ce que nous, on comprend. Et aujourd'hui, c'est un peu un problème, c'est que on fait une part... on dit à tout le monde, il faut être rationnel, il faut faire des choix rationnels, Et en fait... on passe à côté d'énormément de choses qui ne sont pas du tout rationnelles, mais que pourtant, intuitivement, on ressent ou on comprend sans pouvoir les expliquer. Et avant, dans les cultures anciennes, on faisait énormément, une grande place à toute cette partie-là, je vais dire n'importe quoi, mais les chamans, la magie ou la religion et tout ça, c'était que des choses qu'on ressentait et qu'on ne pouvait pas expliquer, mais on y croyait. Et aujourd'hui, tout ça, on l'a perdu avec l'arrivée de la science, etc. Et pourtant, c'est toujours la même chose. Et un truc tout bête, c'est tu marches dans la rue, tu es sur ton téléphone, tu vois, en train de regarder, et d'un seul coup, clac, tu t'arrêtes, tu te bloques, et juste au moment où tu t'arrêtes, tu as un vélo qui te coupe la route et qui te passe à 20 cm de toi. Comment c'est possible que tu te sois arrêté? Parce que toi, tu n'en avais pas conscience, mais ton esprit continue à gérer des milliers et des milliers d'informations. Et lui, il avait vu le vélo, même si toi, tu n'en avais pas conscience. Ton inconscient l'avait vu. Et au moment où il te fait remonter l'info, c'est parce que ça devient un danger. Tu vois? Et là, par exemple, tu n'as pas conscience de tes pieds, mais si je te dis... ressens la pression de tes pieds sur le sol d'un seul coup, tu le ressens. Et arriver à faire plus confiance à ton intuition, c'est super important, aussi bien dans les projets, c'est-à-dire, ok, je me lance là-dedans, je ne sais pas pourquoi, mais mon intuition me dit qu'il faut que je me lance là-dedans, il faut y aller. Et la même chose sur le terrain quand tu photographies. Si tu commences à réfléchir pourquoi tu vas prendre cette photo, ou comment tu vas la cadrer, ou comment, etc., tu as déjà perdu le côté intuitif. Si tu vois quelque chose qui se passe, plaf, devant toi, photographie en moins de 3 secondes. Parce que tu ne sais pas ce qui attire ton regard. Et souvent, c'est en regardant la photo que tu vas dire « Ah, mais regarde derrière, il y a ça qui s'est passé, il y a ça qui s'est passé, je ne l'avais même pas vu. » Toi, tu ne l'avais pas vu, ou plutôt tu n'avais pas conscience, mais peut-être que tu l'avais vu et que ton inconscient l'avait repéré. Et donc du coup, tu regardes souvent des livres de grands photographes, etc. Tu as des sortes de schémas mentaux, des images qui restent dans ton esprit, mais qui partent dans l'arrière, dans l'inconscient. Mais ils sont là. Et ton cerveau, il est capable de faire des associations et de reconnaître des schémas qu'il a enregistrés instantanément, sans que tu en aies conscience. Et donc, ce qui est super important quand tu es sur le terrain, c'est d'être beaucoup plus intuitif, de déclencher beaucoup plus moi, j'appelle ça une étincelle. Tu sais, c'est ce truc qui te dit, la photographie, il y a quelque chose à photographier. Tu sens que tu dois prendre ton appareil photo. Et ça, il faut s'entraîner à être beaucoup plus sensible à ça. Parce qu'il y en a où tu ne peux pas passer à côté, tu dis, il faut que je photographie ça. Mais il y a souvent où tu as tes yeux qui s'arrêtent sur quelque chose et tu passes à côté en continuant. Arriver à être plus conscient de ces étincelles, et y répondre beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire déclencher plam instantanément en moins de 3 secondes. Parce que si c'est un croisement entre deux personnes, si c'est un geste, il y a plein de choses comme ça qui disparaissent instantanément. Après, il y a des choses qui restent, il y a des sujets qui disparaissent et des sujets qui restent. Mais au moment où tu vois quelque chose, tu peux pas savoir. Tu n'as pas eu le temps de savoir si ça reste ou si ça disparaît. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est, tu vois quelque chose, plam, photographie-le. Si c'est un sujet qui reste, après, tu as tout ton temps. Tu peux prendre une deuxième, tu peux faire gaffe à ta composition, tu peux tourner autour et tu explores le sujet, etc., etc. Mais il faut arriver à avoir ce côté instinctif où tu es capable de... Tu vois quelque chose, pam, tu déclenches. Et ça, il faut simplifier tes réglages, il faut être présent, il faut faire confiance à ton intuition. Et c'est là-dessus que je travaille beaucoup dans mon prochain livre qui sort en octobre, quoi. Et pour ça, il faut quand même au départ que tu te mettes un petit coup de pied au cul, je pense. En tout cas, que tu comprennes l'intérêt d'être curieux. Tu vois, ouais. Je peux pas m'empêcher de penser à ma spécialité qui est le photojournalisme quand je t'écoute, parce qu'au final, t'as plein de facilités, je pense, pour arriver à faire ça. Dans le sens où
quand tu es photojournaliste, tu es plus investi d'une mission que d'une passion ou autre chose. C'est-à-dire que tu sais que ton objectif, tu as un objectif, tu as une vision, tu as une direction qui est claire, c'est tu dois capturer une scène, raconter une histoire pour ensuite faire en sorte que ça devienne une matière première pour la compréhension d'autres gens. En gros, concrètement, faire des photos pour qu'elles soient publiées dans un magazine pour que des lecteurs lambda comprennent et puis apprécient de comprendre le truc. Donc du coup, tu ajoutes une partie esthétique, mais surtout une partie compréhension, information. Et tu te dis, c'est quoi la scène, c'est quoi le truc? Et donc là, tu vas naturellement chercher des éléments dans ton cadre qui vont apporter du contexte, de l'information. Et le simple fait d'avoir conscience de ça et de se dire, pour y arriver, il faut que je sois curieux. Il faut que je me force à m'intéresser à un truc. Je dois faire le portrait d'un scientifique qui bosse sur une bactérie qui pourrait guérir tel type de cancer. Ok, même si le mec, je comprends rien à ce qu'il me dit, il me montre son microscope, je pige rien, je dois essayer de comprendre, chercher à comprendre, tu vois. Donc si j'ai un peu de préparation, je vais regarder sur internet, je vais lire un bouquin, je vais regarder un documentaire, une vidéo YouTube, pour essayer de comprendre. Et après, le mec, je vais lui poser des questions. Je vais dire, mais concrètement, ton boulot, ça consiste en quoi là? Explique-moi le cancer, le coût des cellules, des trucs. Et ça, c'est génial parce que c'est ça qui te force ensuite. Enfin, ça te force au début, mais après, ça devient un trait de caractère, j'ai l'impression. Et tu vois l'intérêt de pouvoir être en société. Et quand tu commences à développer comme trait de caractère la curiosité, tu es beaucoup plus sociable. Du coup, comme tu es sociable, les gens t'acceptent plus dans leur cercle. Du coup, tu vas à des soirées ou tu vas dans des trucs et tu deviens la personne avec qui on a envie d'être. Donc, du coup, tu trouves aussi peut-être un partenaire. Enfin, ça va très loin. Oui, ça peut aller très loin. Il y a deux choses. Parce que tu parles de la curiosité, et là, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais il y a aussi l'ouverture d'esprit. Bien sûr. Pourquoi? Parce que si tu vas voir un scientifique, par exemple, et que tu t'attends à trouver quelque chose, et que tu te dis, ok, mon reportage, ça va être ça, et que finalement, c'est pas possible, et que tu restes pas ouvert à ce que tu vas recevoir, dans quel sens ça va partir, etc., ça marchera pas, parce que tu vas être frustré, et ça va se ressentir dans tes photos. Au contraire, il faut réussir à rester le plus ouvert possible, tu t'attends à rien, tu te prépares, mais tu sais pas ce qui va se passer, et le but, c'est de rester le plus présent possible, le plus ouvert possible, et voir ce qui se passe. Et c'est comme la discussion qu'on a en ce moment. On est parti, on a discuté 5 minutes avant de la lancer, mais on ne sait pas du tout où ça nous mène. Et juste en discutant et en restant ouvert, on va arriver sûrement sur quelque chose d'intéressant. Et peut-être que, j'espère, c'est intéressant depuis le début pour ceux qui écoutent. Mais en tout cas, si on avait tout, entre guillemets, scripté et qu'on voulait arriver à un objectif vraiment précis de dire moi, je veux faire la promotion de mon prochain livre ou quelque chose comme ça, automatiquement, on aurait quelque chose qui est beaucoup moins intéressant. Parce qu'on n'a pas ce côté curiosité et ouverture. Ce que je dis tout le temps, c'est l'esprit du débutant ou l'esprit des enfants, tu vois, c'est ça qu'il faut arriver à cultiver, et surtout dans tous les domaines, mais surtout pour nous les photographes. Parce que si on met des étiquettes sur les choses, un exemple que je prends souvent, c'est une pelouse. Si je te demande de quelle couleur est la pelouse, tu vas me dire elle est verte. C'est vrai, elle est verte. Mais à ton avis, combien de couleurs voit un enfant avant d'avoir connu le mot vert? Parce que, en fait, c'est vert, oui, c'est vert, mais c'est une étiquette qu'on pose pour faire une moyenne de tout ce qu'on voit. Mais il y a plein de nuances différentes. Et du coup, tu pourrais lister des dizaines et des dizaines de couleurs différentes, finalement, si tu ne mets pas l'étiquette vert. Tu vois. Et si tu te rapproches, tu vas voir aussi des escargots, tu vas voir... Et un gamin, tu le poses dans une pelouse, il s'éclate pendant 1 heure. Parce qu'il va voir des gouttes, il va voir des cailloux, il va voir des escargots, il va jouer avec les sauterelles, il va, etc., dans une pelouse. Alors que nous, on passe devant, on dit, tiens, c'est une pelouse verte. Et on continue. Mais c'est exactement ça. Tu vois, j'en parlais avec JC Millet, pareil, dans notre épisode, c'était quand tu es photojournaliste, au-delà même de l'ouverture d'esprit, alors ça, c'est une vision que moi j'ai, un peu peut-être radicale du journalisme à la Kessel ou à la Albert Londres. C'est un peu une vision romantique qui est de dire, tu dois t'interdire en tant que personne, en tant qu'humain, d'avoir des a priori, d'avoir un parti pris. Tu vois, quand tu lis Kessel, c'est un mec qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, qui était résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Son bouquin, L'armée des ombres, il commence par dire tout ce que je vais dire est vrai. Alors j'ai changé les noms des mecs, des résistants, forcément, faut pas être con. Et malgré que j'ai été dans la résistance, j'ai tenu à rester journaliste et à expliquer ce qui se passait en essayant de dépassionner le truc pour donner un témoignage à l'histoire en tant que journaliste. Et
on peut juger a posteriori de si c'est vrai ou pas, s'il a réussi ou pas, et on peut parler des heures d'objectivité journalistique qui n'existent clairement pas, mais en tout cas, on y va. Mais du coup, si toi, tu te mets dans cette position de « je ne veux aucun parti pris, je ne veux pas d'étiquette, je peux parler avec n'importe qui, photographier n'importe qui », t'imagines à quel point la société, elle serait belle si on n'avait plus ce truc et qui en plus aujourd'hui gangrène la société, de dire que si tu as des idées d'extrême droite, tu es forcément d'extrême droite, si tu as des idées de gauche, tu es forcément un gauchiste. Tu vois, tu peux plus parler avec personne, tu peux plus t'afficher publiquement sur YouTube, tu passes sur une chaîne YouTube d'un média de gauche, tu es gauchiste, droite, tu vois ce que je veux dire? Et en photographe, si en plus tu veux une logique artistique la plus pure, ce qui t'empêche pas d'avoir un parti pris in fine, parce que tu vas pouvoir ensuite plus facilement dire ma vision du monde c'est celle-ci, et je vais montrer quelque chose. Mais au moins, c'est toi qui es acteur du truc, tu n'es pas pollué et drivé par les autres, l'idéologie des autres. Et ça, le jour où on apprendra ça aux gamins à l'école, je pense que c'est pas facile. On aura éliminé une partie des guerres dans le monde. C'est pas facile et c'est de plus en plus difficile. Parce que automatiquement, aujourd'hui, tu as de plus en plus t'as accès à plus d'informations. Hein. Avant, tu étais dans ta ferme, tu étais en contact avec les 4 personnes autour de toi et puis ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, en permanence, tu es bombardé par des informations, par des gens, etc. Le marketing, lui, joue là-dessus aussi parce que on sait qu'à partir du moment où tu crées, entre guillemets, une tribu autour de toi, donc des gens qui ont les mêmes idées que toi, ça va resserrer une sorte d'armée entre guillemets autour de ta marque qui va te défendre, etc. Et donc tout est fait pour justement augmenter les clivages et de jouer sur les effets de groupe, etc. Et on s'aperçoit que dans un groupe on peut avoir et tous on est sujet à ça. Dans un groupe on peut avoir des comportements qu'on n'aurait jamais eu si on était seul. Et le problème c'est que maintenant le groupe il te suit H24. Parce que tu ouvres ton téléphone, tu regardes Twitter ou Instagram et tu es de nouveau dans ton groupe avec tes idées, etc. Parce que tu as un algorithme qui est basé sur ton comportement, qui va te donner exactement ce que tu veux. Et qui fait que renforcer tes croyances. Et t'enfermer dans quelque chose qui est de plus en plus fermé. Et à un moment, tu te dis, en plus, ça joue aussi sur la peur. Donc, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? C'est je suis sûr de mes idées, les autres, c'est des ennemis. Et dans ce cas-là, 80% de la Terre devient des ennemis. Et si c'est les autres. Et si tout le monde devient des ennemis, tu fais plus rien et tu te protèges, et tu vis dans la peur, tu n'avances plus et ça devient quelque chose de plus en plus négatif pour tout le monde. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, c'est marrant, c'est un peu là. Tu connais Sartre, tu vois son histoire un peu personnelle, quand il dit l'enfer c'est les autres. Ce qui est assez marrant, c'est de voir que vers la fin de sa carrière, alors que tout le monde considérait, et même pas qu'en France d'ailleurs, c'était peut-être un des seuls philosophes français avec une aura internationale, et à la fin, ce qu'on garde de lui quand on est détracteur, c'est qu'il a signé une tribune de pédophile dans un journal. C'est incroyable en fait. Et encore là, je viens de faire un résumé énorme en disant ça, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais tu vois l'idée, c'est ce les gens gardent du truc. Et ouais, c'est compliqué. On a bien fait un virage là en partant de la photo sur ça. D'ailleurs, on arrive bientôt à l'apéro et on va continuer ça, je pense, hors micro. Mais si tu devais peut-être donner un dernier conseil ou un dernier retour d'expérience en lien avec le dev perso et ce que tu as appris toi dans ta vie ou dans tes livres ou dans tes lectures pour un photographe qui pourrait être un peu un déclic. C'est pas pour un photographe, mais c'est pour tout le monde. Et je pense que la chose la plus importante que vous puissiez faire, c'est de découvrir comment vivre votre vie. Et autant toutes les connaissances que vous pouvez accumuler peuvent être intéressantes, mais elles deviennent intéressantes que vraiment si elles vous servent à quelque chose. Et c'est un peu la différence entre guillemets le sage et le mec qui sait tout sur tout. Le mec qui sait tout sur tout, il a beaucoup de connaissances, mais il connaît pas le plus important, qui est de savoir comment vivre. Et à l'inverse, le sage, lui, il va peut-être pas avoir de connaissances, je sais pas moi, scientifiques par exemple, mais à côté de ça, il sait comment vivre. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est que plutôt que d'accumuler les connaissances pour
essayer entre guillemets de briller en société, de prendre le dessus sur les autres, de montrer qu'on est supérieur, qu'on réussit mieux que, etc. Ce qui est beaucoup plus important, je pense, c'est de comprendre comment vivre notre vie. Et il y a plein d'exemples de personnes, par exemple, qui ont énormément d'argent et qui ont tout fait pour gagner de l'argent, qui ne sont pas plus épanouies qu'avant parce que, en fait, elles se sont jamais posé la question de ce qu'elles aimaient vraiment et de ce qu'elles avaient besoin et de la façon de vivre une vie épanouie et qui leur correspond. Et donc, du coup, je pense que pour comprendre comment vivre la meilleure vie que tu puisses vivre et être la meilleure personne que tu puisses être, on va dire, c'est qu'il faut s'intéresser à deux choses. C'est un, à toi, parce que si tu ne te connais pas et que tu t'améliores pas, tu peux pas aller dans le bon sens. Et deux, aux autres, parce que si tu fais tout ça égoïstement pour toi, tu ne vas pas être épanoui non plus. Le moment où tu deviens épanoui, c'est quand toi, tu deviens la meilleure version que tu puisses être et que tu mets ça au service des autres. À partir du moment où on part tous d'un niveau différent, hein. Il y en a qui ont des facilités, d'autres qui ont au contraire des difficultés, certains ont des environnements ou des choses comme ça qui sont favorables, d'autres non, mais il ne faut pas s'en servir d'excuse. On part de là où on part, essayez juste d'être un peu meilleur que ce que vous étiez la veille le mois prochain, c'est tout ce que vous avez à faire, et d'essayer de mettre ça au service des autres. Donc moi, la façon dont je le fais, c'est à travers mon activité créative, c'est-à-dire d'écrire des livres surtout, et de me dire, voilà, j'essaye d'apprendre, moi, de m'améliorer, et les problèmes que je découvre, plutôt que de les ignorer, je les explore. Donc ça rejoint la curiosité dont tu parlais tout à l'heure, et quand j'arrive à résoudre ce problème-là, je le partage pour aider les autres. Et si tout le monde faisait ça, si tout le monde s'intéressait à soi, essayait de comprendre ce qui ne va pas chez eux et arrivait à résoudre son problème, déjà ils iraient mieux eux, ils seraient plus agréables à vivre, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Et ensuite, partager ça, on mettrait quelque chose en commun, si tu veux, plus les idées, elles naissent de collisions d'idées. C'est-à-dire que moi j'ai une idée, toi tu as une idée, on en discute, et de cette discussion, il va sûrement naître une idée qui va être plus intéressante, et qu'on n'aurait pas pu avoir chacun de notre côté. Hein, c'est très souvent comme ça. Donc c'est pour ça que c'est important quand vous travaillez sur quelque chose, de le partager aussi, la solution ou même le chemin. Vous êtes en train de travailler, vous en discutez, etc. Parce que vous allez souvent avoir des idées. Et en fait, plus on est nombreux dans l'humanité à partager des idées et à travailler sur nous et sur le bien commun, plus l'humanité va avancer quelque part. Quand tu regardes dans l'histoire, c'est exactement ce qui a créé les grands mouvements philosophiques et même sociologiques au final. Tu prends les Athéniens qui échangent, ou même les Romains qui créent un truc qui s'appelle le forum, justement pour pouvoir se rencontrer, échanger, etc. Sachant qu'à l'époque, ils avaient complètement évacué la question du travail parce qu'il y avait des esclaves pour bosser à leur place, et donc du coup, eux pouvaient se concentrer. C'était le but ultime, quelque part, à confronter des idées, faire des débats, etc. Tu le retrouves un petit peu dans certains groupes, dans les masterminds, dans les Lumières, dans les sociétés un peu type franc-maçon, etc. C'est clairement ça qui fait, en dehors de toute question de bien ou de mal, hein, c'est clairement ça qui fait avancer quelque part une chose. Oui, l'interconnexion, et aujourd'hui c'est une époque géniale, parce qu'on n'a jamais été aussi interconnecté que ça. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas conscience qu'il faut que tu travailles sur toi, tu deviens esclave de cette communication, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut trouver des ressources géniales, on peut les partager, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais la plupart des gens, ils sont sur TikTok et ils regardent des vidéos à la con qui servent à rien, tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça, arriver à comprendre ce pourquoi tu es fait, ce qui te permet de t'épanouir, et moi en tout cas, je sais pas, j'imagine que c'est pour tout le monde comme ça, mais si je passe un peu de temps sur les réseaux sociaux, etc., sans faire gaffe, tu sais, t'allumes Instagram, puis tu fais une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, et puis t'as perdu 25 minutes, juste après, comment tu te sens ? Moi je me sens pas très bien, d'accord ? Alors que quand je passe 25 minutes à écrire, c'est difficile, mais derrière, tu vois, je me sens mieux, je me sens épanoui, je me sens bien, tu vois. Donc effectivement, s'y mettre, c'est plus difficile, mais c'est plus épanouissant. C'est un peu ça qu'il faut arriver à les activités les plus difficiles mais les plus épanouissantes, c'est sûrement celles qui sont les plus intéressantes. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que tu peux te servir de ça pour comprendre si tu prends une bonne décision, si tu vas faire quelque chose d'intéressant ou pas. Est-ce que tu vas avoir une forme de douleur ? C'est comme faire du sport. C'est le bon exemple, c'est tu vas souffrir pendant un quart d'heure, 20 minutes, mais c'est prouvé que tu vas gagner des années de vie derrière, in fine,
et que tu vas mieux te sentir et que tu vas développer moins de maladies, les externalités sont incroyables. Mais même sans parler de s'éprouver, parce que j'aime pas trop s'éprouver, je préfère dire qu'est-ce que tu ressens toi. Ouais. Et effectivement, sur le coup, tu vas te dire c'est difficile d'y aller, etc. Mais juste après, d'un seul coup, tu as moins de problèmes dans la tête, tu as plus de confiance en toi, tu te sens bien, tu vois, tu te sens mieux quand tu reviens d'aller courir, par exemple, je veux dire n'importe quoi. Et ça, c'est lié aussi au concept de gratification. Si tu es capable de différer la gratification, si tu refuses la gratification immédiate et que tu refuses que tu acceptes d'embrasser la douleur, que ce soit une douleur genre juste une simple gêne ou tu vois, prendre des photos de gens dans la rue, au début tu as une douleur qui est cette gêne. Si tu arrives à comprendre que c'est justement ça que tu vas rechercher, tu vois, quand tu disais tout à l'heure, il faut aimer les problèmes. Quand tu écoutes les plus gros entrepreneurs, la plupart ils te disent ça. Le mec qui a créé le réseau Blast, qui a fait Feed, j'ai oublié son nom, qui est assez bon là-dedans, qui explique à chaque fois, dans une interview, il dit « Moi j'adore les problèmes, mais j'adore quand ça craint, quand je risque de tout perdre, quand il y a un problème dans la boîte, mais un truc hardcore, j'adore. » Et du coup, les gens me prennent pour un fou, mais en même temps, les gens savent que je suis imbutable. Tu vois, Oussama Ammar, il en parle aussi des fois, il dit si demain je suis condamné ou quoi, machin, je m'en fous parce que moi je suis capable, moi je vais en prison, je vois ça comme une productivité extrême, je vais écrire des bouquins, tu vois, ils voient le côté positif. Ouais, non mais c'est ça. Et en fait, du coup, tu as des gens qui sont inarrêtables parce que tu dis, mais en fait, si tu aimes les problèmes, tu seras forcément un bon entrepreneur et un bon photographe parce que tu es obligé, en fait, l'offre et la demande, c'est quoi? C'est de trouver le problème des gens et trouver une solution. Quand tu rentres dans une pharmacie, tu t'en fous que la boîte de Doliprane, personne ne sait combien c'est une boîte de Doliprane. Personne ne sait combien il coûte le sirop pour la toux. Personne ne sait combien. Bon, déjà parce qu'en plus, une partie t'es remboursée. Je dire, surtout en France. C'est ça, mais en plus, surtout, tu as juste une douleur, tu ouvres ton portefeuille, tu dis donne-moi un truc pour que j'ai plus cette douleur. Et donc, un bon entrepreneur, c'est ça, c'est le mec qui arrive à créer parfois à créer le besoin, mais surtout à éliminer la douleur des gens. Et TikTok guérit l'ennui. Guérit le fait de se dire je suis tout seul, machin, je t'ouvre une fenêtre vers le monde. TikTok, c'est la même chose que le médicament. C'est-à-dire que au lieu de guérir la cause profonde, il masque les symptômes. Ouais. Et beaucoup de médicaments fonctionnent comme ça aussi. Pour le diabète, pour les choses comme ça, plutôt que d'aller changer l'alimentation qui est compliquée et qui demande des efforts, on va dire tiens, prends ça, tu peux manger n'importe quoi, c'est bon, t'as le médicament et t'es tranquille. Et le TikTok, c'est pareil. Oh, t'as une vie de merde, c'est pas grave. Tiens, regarde TikTok, tu vas oublier. Et en fait, les problèmes, ils restent. Mais c'est là que quand tu identifies la douleur et que tu es prêt à souffrir, tu accepteras, tu sais, c'est même rentré dans le langage commun, il faut souffrir pour être belle, ces trucs. Tu comprends que c'est... Tous les deux, on fait de la formation. On se casse toujours les dents sur une page de vente d'une formation parce que si tu dis clairement aux gens ce dont ils ont besoin, tu ne vendras pas ta formation. Si tu dis ce qu'ils veulent, ce qu'ils aimeraient avoir, tu vends ta formation. Et c'est là où souvent les gens sont déçus parce qu'il y a un décalage énorme entre une vraie bonne formation, elle doit être capable, tu dois vendre aux gens ce qu'ils veulent, mais leur donner ce qu'ils ont vraiment besoin. Et souvent, c'est pas corrélé. Si tu vends une formation pour perdre du poids, le mec, tu vas pas lui dire ça va prendre du temps, ça va être chiant, tu vas devoir te priver de plein de trucs, accélérer ton métabolisme, il n'y a pas 50 solutions, hein, tu bouffes moins que ce que tu dépenses. Par contre, si tu dis tu vas pouvoir continuer à boire ton verre de vin que tu aimes bien le soir, manger ta glace au chocolat, le mec il signe. Et perdre 10 kilos en un mois. Mais derrière, c'est impossible qu'il y ait une corrélation. Et le problème, c'est ça, c'est que on a une volonté de gratification immédiate, on a une aversion au risque extrême. Tu l'as dit tout à l'heure, on utilise des signaux parce que on se sent mal, parce qu'on a fait tomber la tasse de café. Tu vois, c'est fou quand même de voir... Mais in fine, tu te rends compte que c'est les gens qui durent, comme toi et moi, qui continuent et qui, quand ils regardent en arrière, ils voient tout ce qu'ils ont fait et qui sont encore là, d'autres ont arrêté. C'est parce que justement, il y a
presque ce côté un peu maso de vouloir la douleur, tu vois. De vouloir Je le côté sais pas si c'est le complexe. côté maso, mais c'est en tout cas le côté de te dire, moi ce qui me plaît, c'est de faire ce que je fais au jour le jour. Que j'y arrive ou pas, c'est pas grave. Je me serais fait plaisir à faire ça. Et moi, quand j'écris, finalement, chaque livre me transforme plus sûrement que ce que ça transforme mes lecteurs. Même s'il fonctionne bien, parce qu'a priori, j'ai pas mal de lecteurs, donc c'est que ça fonctionne, mais je pense que celui qui est le plus transformé dans l'histoire, c'est quand même moi, parce que c'est moi qui écris, et j'approfondis beaucoup plus les sujets, et je dois, moi, me transformer avant de pouvoir parler de cette transformation. Sinon, c'est juste, je vends du rêve, et voilà, si c'est le principe du médecin qui donne des conseils alors qu'il est obèse, ou quelque chose comme ça, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, ouais, c'est... Je sais pas si il faut... Je dirais pas qu'il faut chercher la souffrance, parce que moi, je souffre pas. C'est dur, mais c'est pas une souffrance, au contraire. Et si tu arrives à trouver quelque chose qui, toi, te passionne et que tu trouves facile à faire, alors que pour les autres, c'est un travail difficile, là, tu as sûrement trouvé ta voie. Parce que c'est ce que tu es fait pour faire, pour toi, c'est facile. Les autres, c'est très compliqué pour eux. Dans ce cas-là, ils vont te payer pour le faire. Et toi, tu t'amuses. Oui, et puis cette souffrance, en plus, elle va diminuer avec le temps. Quelque chose que tu trouvais dur il y a 6 mois, ouais. à force, va te... Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il ne faut pas se baser sur la motivation pour le faire. Si tu attends d'être motivé pour faire quelque chose, tu n'y arriveras jamais. Et la motivation, elle vient dans un deuxième temps. Il y a un moment où tu dis, ok, je m'y mets, c'est dur, je m'y mets quand même. Ouais, c'est plus une conséquence. Et au fur et à mesure de le faire tous les jours, de progresser, de commencer à apprendre des choses, à découvrir des choses, ça va devenir de plus en plus un plaisir. Et ensuite, la motivation viendra. Mais si tu attends d'être motivé pour faire les choses, que tu comptes sur la motivation pour continuer à faire les choses, ça ne marche pas. Il faut mettre en place des systèmes, des habitudes, des choses comme ça. Tu vois, c'est le principe des bonnes résolutions du 1er janvier. La motivation, tu l'as pendant 3 jours, tout le monde commence pendant 3 jours, et puis après, c'est fini. Donc, motivation, il faut y faire gaffe. Ça, en général, ça ne marche pas. Justement, on n'aura pas parlé de productivité, mais je renvoie du coup les gens vers ton livre, c'est l'énergie de la réussite. L'énergie de la réussite, ouais. C'est ça. Qui est vraiment bien, dans lequel tu donnes plein de conseils de productivité. Et puis j'envoie aussi les gens vers l'échange qu'on avait eu il y a quelques années sur ça. Parce que c'était le sujet, ouais. Ça n'a pas trop évolué. Je pense que Effet Lindy, ça évoluera pas beaucoup. Non. La discipline, c'est un peu le truc intemporel. Écoute, merci pour cet échange. Merci à toi. Et à bientôt. Ça marche. À la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.